Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe. Voilà, sont réactivés. Alors, il est 11 heures, donc officiellement, c'est l'heure à laquelle on démarre. Alors, on va laisser un peu de temps pour les participants un peu en retard ou qui ont eu des problèmes avec les liens, puisque j'ai eu quelques mails d'inscrits qui avaient du mal à retrouver les liens pour se connecter. Donc, c'est la saison 3 des séminaires en ligne consacrés à DaVinci Resolve 17. Ça a été initié il y a 2 ans avec les limitations liées à la crise sanitaire. Donc, Blackmagic a mis en place toute une série de présentations, de formations en ligne pour garder le contact avec les clients et puis surtout leur présenter tous les avantages de cette vraiment très grosse nouvelle version 17 maintenant que tout le monde pratique, je l'espère, depuis une bonne année. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier puisqu'on va pas vous présenter des fonctionnalités spécifiques dans Color, dans l'Edit, dans Fusion ou le Deliver. Ça va être beaucoup plus axé sur la performance. Pourquoi DaVinci aujourd'hui est un produit qui va se différencier de la concurrence et des autres produits par des performances assez exceptionnelles, notamment sur la plateforme Apple avec les nouvelles architectures Apple Silicon et les puces M1, M1 Pro, M1 Max. Alors, on ne dit pas que les PC sont toujours dans la course, évidemment, mais là, Apple voilà, est revenu dans la course à la performance parce que chez Blackmagic, ils ont fait un boulot énorme au niveau du développement, afin d'optimiser le logiciel au maximum pour tirer parti de cette nouvelle architecture, aussi bien sur la partie processeur que sur la partie carte graphique. Et ça permet de faire des choses qui étaient inimaginables aujourd'hui avec des petits portables, hein. Et quand je dis des petits portables, c'est-à-dire les premiers de la gamme chez Apple, hein. Je ne parle pas des récents M1 Pro, M1 Max 14 ou 16 pouces, mais je parle bien des 13 pouces MacBook Air, MacBook Pro ou Mac Mini, qui sont de véritables machines capables de travailler avec des grosses résolutions, et ce de manière plutôt confortable. Mais ça sera Loïc qui vous montrera ça de manière précise et détaillée. Donc, je précise qu'il y aura une session de questions-réponses, mais qu'on va garder vraiment pour la fin. Il y a du temps qui est prévu pour ça. Donc, on va essayer de ne pas trop interrompre Loïc dans son déroulé et sa présentation. Et dès qu'on sera sur la fin, là, on laissera la parole pour les différentes questions qui ne manqueront pas, j'imagine. Petit détail également aussi, ça c'est un petit bonus, voilà, comme ça, spécial attribut du jour. Sur les participants qui seront là aujourd'hui parmi nous, il y aura un tirage au sort effectué à la fin de ce webinaire, hein, dans l'après-midi, une fois que Blackmagic m'aura transmis la liste des participants réels de cette présentation. Et il y aura un petit SSD de 2 Tera NVMe qui sera offert par nos soins et qu'on enverra dans la foulée à l'heureux élu, tirage au sort sur les adresses mail tout simplement. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Loïc. Alors Loïc, je le présente rapidement, même si après il pourra rajouter des choses, hein, qui est formateur certifié Blackmagic sur Resolve, mais pas que, qui est également réalisateur, post-producteur, directeur artistique. Donc, il y a beaucoup de casquettes, ce qui rend en plus sa compréhension du métier étendue parce que il connaît toutes les problématiques de la prise de vue jusqu'à la finalisation et tout ce qu'il y a entre ces 2 étapes. Donc, ce qui fait que c'est le parfait candidat pour vous présenter ce webinaire avec la performance, le maître mot de ce séminaire en ligne. Loïc, je te passe la main. Merci beaucoup Jean-Philippe et ravi d'être avec Atreid pour cette présentation. Je viens de découvrir le super cadeau, j'aurais dû m'inscrire en tant que participant, c'est compliqué d'être et participant et présentateur, mais magnifique, magnifique SSD. Voilà, ravi donc de cette présentation. On va donc parler de performance. Je vais vous partager mon écran. Il y aura une partie qui va être plus présentation, basée sur un keynote, qu'on va après décliner sur une démo en utilisant directement DaVinci. Donc, effectivement, basé sur la performance, mais on va quand même avoir une petite mise en pratique. Je partage mon écran tout de suite. Hop. Voilà, tu me dis bien si vous avez bien C'est tout bon. l'écran à l'image.
Voilà, donc on va parler d'optimisation des performances de DaVinci Resolve. Donc, ma présentation a déjà été faite, donc je suis professionnel en post-production et master trainer sur DaVinci. En ce qui concerne donc l'agenda de ce que l'on va voir aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on va commencer par étudier les performances de DaVinci avec un gros focus technique sur les puces Apple Silicon, puisque c'est elles qui nous ont servi de base pour faire l'analyse des performances. Et après, par la suite, on va mettre ça en exergue sur une démo. Voilà, donc performance. Alors, qu'entend-on par performance dans DaVinci Resolve? Donc, les utilisateurs évoquent souvent les performances de DaVinci Resolve, mais il y a plusieurs points qui peuvent nous permettre de parler de performance. Est-ce que c'est dû à la capacité de Resolve de décoder et d'encoder une vaste gamme de formats? DaVinci peut en effet lire et écrire de très nombreux formats de fichiers différents, depuis les fichiers H264 par exemple des smartphones ou de tous les appareils qui ont Zoomer, jusqu'aux fichiers RAW des caméras haut de gamme de cinéma numérique. Il peut également lire une vaste gamme de formats de fichiers de livraison, on va en reparler, donc les formats comme l'IMF, le DCP. Et il peut exploiter la puissance de son matériel. Donc peut-être que c'est aussi dû à ça, c'est dû au fait que DaVinci peut exploiter la puissance de son matériel. DaVinci gère cette puissance en grande partie avec le traitement GPU, ce qui en fait une solution évolutive. Ça signifie que DaVinci peut fonctionner depuis un Mac mini, on va justement se baser sur ce type de produit à 800 €, jusqu'à un PC ultra puissant dépassant les 30 000 €. Et en plus, avec les fonctionnalités de Neural Engine, DaVinci peut exploiter les nouvelles technologies d'Apple et également de NVIDIA pour les processus d'intelligence artificielle, puisque c'est une chose qui va de plus en plus amener à évoluer. Conclusion, donc Resolve peut utiliser le matériel dont il dispose. Mais quand on parle de performance, il y a encore un autre point, c'est peut-être aussi parce que DaVinci, c'est une solution tout en un. Dans DaVinci, on peut organiser ses médias, faire du montage, des effets spéciaux, du mixage et bien évidemment de l'étalonnage, puisque c'est quand même de là que part le logiciel, et tout ça sans nécessité d'aller et retour entre les différentes applications. Donc, ça permet un gain de temps assez énorme en production. Et également, il y a la possibilité de travailler avec des fichiers RAW sans avoir besoin de créer des proxys. Ça permet d'économiser du temps et de l'argent. Donc, c'est un des outils de post-production les plus rapides. La réponse, bien sûr, par rapport à la performance, c'est les trois. C'est la capacité de Resolve à gérer les fichiers, à s'adapter à la puissance du matériel et à la possibilité du travail au sein du logiciel qui lui donne ses performances. Donc, on parle de fichiers, on va détailler un petit peu ça. Les utilisateurs sont confrontés à de nombreux défis en post-production. Ils doivent gérer les workflows de post-production qui sont de plus en plus complexes et souvent dans des délais de plus en plus serrés. Parmi les principaux obstacles auxquels ils doivent faire face au quotidien, il y a les formats d'acquisition et d'enregistrement qui peuvent provenir de toutes sortes de caméras enregistrant dans différentes résolutions et codecs. On va parler des drones, des action cam, des appareils mirrorless, des caméscopes. Donc, ce type d'appareil enregistre dans des formats long-GOP HEVC qui sont au départ conçus comme des formats de livraison. Donc, en fait, pour les ordinateurs, ils sont durs à utiliser. La compression impose un travail au niveau de la station. À l'opposé, vous avez des caméras de cinéma numérique qui exploitent des formats RAW. Donc, par conséquent, les NLE, les non-linear editing, les stations de montage, doivent non seulement prendre en charge de manière native les codages et les décodages des codecs vidéo courants, mais également assurer la lecture en temps réel des séquences chargées d'effets spéciaux et assurer la prise en charge complète du format RAW et l'ensemble dans une même timeline, bien sûr. On doit également jongler avec des tailles de fichiers très différentes qui vont de quelques gigas à plusieurs téraoctets en fonction du format de prise de vue. Alors, en plus de tous ces types de fichiers, on va parler de la résolution et des cadences d'image qui deviennent de plus en plus nombreux. Les caméras modernes tournent à une résolution UHD ou 4K. Je dis moderne, mais même du coup, des iPhones ou des téléphones, des smartphones peuvent tourner en 4K. Et pour le travail des effets spéciaux, le 8K est de plus en plus courant. Il y a également l'Ursa Mini Pro, vu qu'on parle de Blackmagic, qui a sorti la caméra 12K avec la résolution la plus élevée actuelle pour une des plus grandes flexibilités en post-production. Parallèlement, on parle de cadence. Les cadences peuvent varier considérablement et même dans une séquence standard à 24 ou 25 images secondes, on peut inclure des médias tournés à 120 images secondes. Tout ça doit être exploité dans un même délai de livraison, avec une livraison qui se fait souvent en HD, mais l'UHD est maintenant courante et peut nécessiter la mise à l'échelle des images. Donc d'ailleurs, il y a des fonctionnalités dans DaVinci qui permettent de faire la mise à l'échelle, de gérer les images d'archives sans perte de qualité, avec des algorithmes vraiment intéressants. C'est bien à regarder. Au niveau des demandes de livraison, les livraisons sont demandées dans des formats et résolutions différentes. Notamment, il y a des différences entre le travail sur les réseaux sociaux, où on va demander des formats également avec des GOP, donc des codages inter-images, en format
dérivé du MPEG, tandis que les masters, eux, vont demander des Apple ProRes ou des DNxHR en UHD. Et parallèlement, on va avoir des besoins de livraison, on en parlait, plus complexes pour Netflix, donc avec des IMF, ou pour le cinéma numérique avec du DCP. Donc, ceux-ci doivent également être vérifiés avant la livraison, car ce n'est pas des fichiers simples qu'on peut ouvrir directement dans un simple player. Donc, DaVinci offre la possibilité d'exporter par lot dans différents formats qu'on a vus ici, et même en DCP et en IMF, et ça permet de vérifier tous ces fichiers, et donc ça, c'est essentiel dans le flux de travail. Donc, le mélange de format et de résolution tout au long de la post-prod exige la capacité de mixer des résolutions dans le même timeline de manière transparente en gérant la version finale. Donc, voilà une petite liste en fait, de formats d'enregistrement de caméra. DaVinci peut lire une grande quantité de formats de fichiers différents venant de différentes caméras. Et bien sûr, selon le type de fichier et la résolution, cela va affecter le processus de post-production. Finalement, la question qui demeure, c'est quel format doit-on utiliser? Alors, un petit schéma va nous aider un petit peu à préciser tout ça. Vous avez donc différentes approches. Par exemple, les H265, les H265 sont d'excellents codecs d'acquisition. Ils peuvent sembler comme d'excellents codecs d'acquisition parce qu'ils sont petits en termes de poids de fichier. La qualité perçue est assez bonne. Mais sans le matériel approprié, le travail dans DaVinci Resolve, on a vu pourquoi tout à l'heure, peut être lent. Il peut être nécessaire de créer des fichiers proxy. Donc ça, c'est une des possibilités. On peut passer par les proxys pour que les machines répondent mieux. Et puis, le H265 reste quand même un codec fortement compressé, souvent filmé dans un gamut, un espace colorimétrique limité, tel que le Rec 709. À l'autre extrémité du spectre, il y a des fichiers tels que les fichiers RedRAW, que vous connaissez et que vous manipulez peut-être, qui sont des fichiers qui peuvent fonctionner jusqu'à 8K en résolution. DaVinci utilise le GPU pour la débayerisation et s'appuie sur le CPU si nécessaire pour accélérer le traitement. La quantité d'informations et l'espace colorimétrique sont énormes, la capture des données se faisant en brut, en RAW. Aucune information de couleur n'est perdue. Donc ça, c'est vraiment, du coup, on va dire la Rolls-Royce des types de formats. L'inconvénient, ils sont volumineux, un peu lourds à manipuler. Par exemple, il n'est pas possible de les visualiser rapidement. Il faut ouvrir Resolve pour cela. Donc, c'est un format qui est conçu en tenant compte des exigences de qualité à la prise de vue et non de la post-production. Ça signifie que même si les fichiers RAID fonctionnent bien dans Resolve, il faut une machine quand même de haut niveau pour pouvoir en tirer le maximum. Donc, au milieu, et on l'a présenté comme un fichier compromis idéal, on a le ProRes. C'est la raison pour laquelle de nombreux fabricants de caméras l'ont intégré directement comme format d'enregistrement ou des boîtiers d'enregistrement externes. C'est un fichier volumineux, mais intermédiaire, donc pas tant que ça. Il va se situer entre les fichiers très compressés et les fichiers RAW. Donc, ça va prolonger la durée d'enregistrement, en tout cas par rapport aux fichiers les plus haut de gamme. Et on peut filmer en 10 bits et on peut intégrer les profils de caméra. Mais il y a quand même des limites, ça reste un codec. Donc, ça n'a pas la polyvalence d'un fichier RAW et ça reste un encodage en 10 bits et pas en 12 bits. Par conséquent, il y avait besoin d'un format, hop, on va changer de slide, un fichier RAW qui soit facile à gérer, plus facile à gérer, presque aussi facile qu'un fichier ProRes, mais pas trop volumineux, finalement conçu pour le workflow de post-production et pas juste un format de caméra. C'est là que l'idée du Blackmagic RAW est venue. Alors, on va parler un petit peu maintenant du pipeline d'images. Comme on l'a indiqué, Blackmagic, c'est la seule entreprise à proposer une caméra, un fichier d'acquisition et un logiciel pour la post-production qui contrôle tous les éléments du pipeline. Les fabricants de caméras fabriquent d'excellents matériels, mais les formats de fichiers sont prévus pour convenir le mieux à leur caméra. Ils s'appuient sur d'autres fabricants en post-production. De leur côté, les éditeurs de logiciels ne s'engagent pas dans la façon dont les images sont acquises et encodées. Apple a conçu le ProRes RAW, mais ce n'est qu'un format d'enregistrement, ce n'est que le format d'enregistrement. Le fonctionnement de la caméra et les informations qu'elle envoie influencent l'apparence du fichier ProRes. Un logiciel ne peut fonctionner qu'avec des informations qui lui sont envoyées et les fabricants ne peuvent adapter leur logiciel que du mieux qu'ils peuvent. Dans tous les cas, il peut y avoir des compromis dans le flux de travail depuis l'objectif jusqu'à la livraison. La post-production doit s'adapter à ce que fournit la caméra plutôt que d'être développée parallèlement. Voilà, donc un petit point sur le Blackmagic RAW avec les différentes résolutions, les cadences d'image et la science colorimétrique. Donc, si on veut utiliser constamment des fichiers RAW, la question qu'on va se poser, c'est quelle machine on doit utiliser. Aucun doute que plus on dépense d'argent pour un système, forcément, on en reparlera peut-être tout à l'heure, plus on tire de performance en temps réel de ce système. Ça va dépendre en fin de compte de ce que les utilisateurs veulent faire, de la résolution dans laquelle on va travailler et au final du besoin d'être mobile avec le système et bien sûr
c'est important, du budget que vous pouvez utiliser. Donc, dans un monde idéal, les utilisateurs vont spécifier un système haut de gamme avec plusieurs GPU, mais ce n'est pas toujours possible en raison de l'encombrement ou des contraintes budgétaires. Concernant la plateforme, ce qui est important avec DaVinci, c'est que n'importe quelle soit la solution, que ce soit Mac, Windows ou Linux, Resolve va utiliser toutes les ressources disponibles. La licence est la même pour tous les systèmes et les projets peuvent être facilement partagés entre les différents systèmes d'exploitation. Alors, revenons donc à la question de savoir si on utilise des fichiers RAW en haute résolution, quel système doit-on choisir? Pour les flux de travail RAW, il y a besoin de machines haut de gamme, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement en fait. C'est pour cela que le Blackmagic RAW a été conçu en pensant à la post-production. Donc, ça dépend des besoins. Si on veut que tout soit en temps réel, avec un rendu accéléré et un traitement par moteur neuronal, là, on va choisir un Mac Pro ou un PC avec des nouvelles cartes GPU NVIDIA. Mais cependant, il est possible d'utiliser une machine aux spécifications beaucoup plus basses tout en obtenant des performances décentes. C'est ce qu'on va voir dans la démo, tout en travaillant dans DaVinci Resolve. Alors, même en 12K, c'est la question forcément qu'on va se poser vu qu'on a parlé de cette caméra. Donc, il ne faut pas oublier que le 12K, c'est un format d'acquisition, ce n'est pas un format de livraison. La plupart des projets, ils vont rester livrés en haute définition, en ultra haute définition, même lorsqu'on utilise des fichiers 12K. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de travailler avec la résolution native, qui ne sera pas celle qui sera livrée ou visualisée à la fin. Donc, on peut travailler dans une résolution inférieure, ça va soulager la pression sur la machine et ça va augmenter les performances. Surtout, ce qui est important, c'est que Resolve est indépendant de la résolution. Donc, on peut changer la résolution en cours de route, même si on finit sur une résolution plus élevée. On va examiner ça pendant la démo. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser et pour quel budget? Donc, pour les performances accélérées du GPU et des CPU, ainsi que la capacité d'utiliser certains traitements par moteur neuronal, on a mis l'accent sur la nouvelle puce M1 Silicium d'Apple et sur des machines relativement abordables dans lesquelles la puce a été placée. On fait un focus technique donc, sur cette puce. On a examiné les performances des machines M1 pour savoir si elles seraient capables de gérer un flux de travail Blackmagic RAW. C'était quand même le but de ce test. Vous avez probablement vu le fait que les machines M1 sont 3 fois plus rapides. Et notamment, il y a eu également une évolution entre la version qu'on a testée. Nous, du coup, il y a eu déjà des évolutions depuis, mais on avait testé sur la 17.3 par opposition à la 17.1. Et on a testé l'évolution de puissance générale sur les différentes machines. Donc, l'idée des tests, c'était pour vérifier la précision, de savoir si c'était 3 fois plus rapide. Et on a également on a été voir s'il y avait une amélioration entre la 17.1 et la 17.3 et où se situaient les Mac équipés des puces M1, puisque c'est là-dessus qu'on a fait le focus, par rapport aux machines à puces Intel lors de l'utilisation de DaVinci Resolve. 3 machines ont été utilisées pour nos tests. Un Mac mini avec les spécifications de base, 8 cœurs, GPU 8 cœurs également, moteur neuronal 16 cœurs et 8 Go de mémoire combinée. Donc là, on est vraiment sur le modèle de base. Un iMac 24 pouces, même configuration, 8 cœurs GPU, 8 cœurs CPU, 16 cœurs Neural Engine, 8 gigabits de RAM. Et le MacBook Pro M1, c'est celui que j'ai sous la main et avec lequel je vais faire les tests, qui sera un petit peu ralenti. Je vous le préviens tout de suite qu'en faisant les tests, Zoom prend un petit peu de puissance, donc ralentit un petit peu certaines démos, mais vous verrez déjà que le fonctionnement. Donc, c'est le MacBook Pro 13 pouces, même puce, mais 16 Go, donc un petit peu plus de puissance grâce à la RAM. Et on a également pris une référence, donc c'est un MacBook Pro 15 pouces de 2019 avec un processeur Core i7 2,6 GHz, 4 Go de GPU et 16 Go de RAM. Voilà, les clips utilisés étaient tous du Blackmagic RAW 12K en 5.1 et tous les tests ont été effectués sur des images enregistrées sur des SSD Samsung T5. Quel test a-t-on fait? Le premier test, SendCut Detection. Donc là, c'est un test de référence de base. Alors, le nouveau test utilise le nouveau SendCut Detection utilise le moteur neuronal. Et le clip utilisé, c'est un fichier ProRes 8K de 2 minutes avec plusieurs fondus enchaînés pour rendre les coupes plus difficiles et correspondre à un cas plus réaliste. Le deuxième test, on a mélangé les effets moteur neuronal et le cache GPU. Donc pour ça, en fait, on a utilisé le Speed Warp, qui est une fonction incroyablement puissante. On va le voir, on va le démontrer, et très qualitative, mais ça demande extrêmement de ressources au processeur. Donc, pour avoir une lecture en temps réel, il faudrait des machines ultra puissantes. Là, on a appliqué l'effet à un clip de 10 secondes, puis on l'a mis en cache pour une lecture temps réel. Le test final a été fait sur un suivi en Magic Mask, une nouvelle fonctionnalité que vous allez peut-être découvrir ou que vous avez peut-être déjà découvert.
Mais sur des machines un petit peu lentes, effectivement, vous avez peut-être eu du mal à le faire fonctionner. Là, on a un clip de 20 secondes avec une personne, il y a une quantité de mouvement assez importante et la timeline a été réglée en HD pour améliorer les performances. Alors, les résultats. Au niveau de la détection de coupe, c'est un des processus très simples. En fait, on examine juste la différence de luminance entre les prises de vue. Et lorsqu'il y a une différence, il y a une coupure qui est rajoutée. Donc, finalement, il y a peu de différence entre les machines. Pour ce qui concerne le test du speed warp, donc il y a une légère augmentation des performances sur les 3 machines M1 avec des performances assez similaires entre chacune d'elles, sauf le petit portable qui a plus de RAM, qui a un peu pris l'avantage. Pour ce qui concerne le Magic Mask, là, l'amélioration est beaucoup plus significative. Le processus de moteur neuronal s'appuie davantage sur l'IA. Donc forcément, du coup, on a un gain avec des puces IA et une différence notable entre les machines M1 et les machines Intel. Donc, ça fonctionne dans Resolve, mais qu'en est-il des autres processus qui prennent énormément de temps, également dans Resolve de rendu? Comment les machines se sont comportées avec sortie sur un codec spécifique. Donc, on a fait des tests de rendu effectués sur une timeline ultra haute définition de 10 minutes, avec à l'intérieur des fichiers 8K et 12K RAW 25 images secondes, Blackmagic RAW, et export vers un fichier H265. Voilà. Donc, tout d'abord, le projet, vous voyez que là, les images sont en version flat. On a utilisé le color management pour une sortie en Rec 709. Et puis ensuite, on a appliqué 5 notes d'étalonnage, une balance colorimétrique, une réduction de bruit, une patate ou Power Windows ou le nom que vous voudrez lui donner, un color warper, une nouvelle fonctionnalité de la version 17 de DaVinci, et un lens reflection, un effet. Alors, les tests maintenant de rendu et le résultat, comme on peut le constater, il y a des différences de performance attendues entre les machines. Surtout, du coup, si on prend le MacBook Pro à puce Intel, après 18 heures de rendu, en fait, il s'est éteint. Mais déjà, on peut en conclure que le système M1 apporte des améliorations significatives par rapport au système Mac précédent lors de l'utilisation de DaVinci Resolve. On a également constaté des améliorations de performance entre la version 17.1 et la version 17.3, encore une fois, suivant les mêmes tests. Donc, sur le SendCode Detection, la mise en mémoire cache et le Magic Mask, les résultats peuvent être vus entre les 2 versions. Donc, dans le SendCode, petite augmentation de performance et encore plus dans la mise en mémoire cache et le Magic Mask. Donc, ça prouve que Resolve évolue constamment avec le développement du matériel. Hop. Alors, le test de rendu a également été réalisé sur les 3 machines. Donc là, comme on peut le voir, il y a une augmentation significative entre DaVinci Resolve 17.1 et 17.3. Avec le Mac Mini, c'est plus de 2 fois plus rapide lors de l'utilisation de la version mise à jour du logiciel. L'iMac et le MacBook Pro ont tous deux affiché des temps impressionnants, mais ont tout de même montré une amélioration notable des performances lors de l'utilisation de la version 17.3 par rapport à la version 17.1. Alors, qu'est-ce que la puce Apple Silicon et pourquoi est-ce qu'elle est si unique? Donc, elle est basée sur un SoC, donc un système sur puce, qui intègre différentes technologies dans une seule puce optimisée avec le CPU, le GPU, la mémoire, le moteur neuronal, le contrôleur input-output SSD et le moteur d'encodage-décodage, le tout dans un seul composant. L'intégration d'éléments matériels séparés crée une architecture unifiée pour une plus grande efficacité. Mais pour nos tests, le travail pour nos tests et pour l'utilisation de Blackmagic Resolve en général, le travail avec les technologies émergentes ne se limite pas à Apple, notamment pour le traitement des moteurs neuronaux. La dernière itération de NVIDIA en termes de GPU utilise l'architecture Ampere, qui est extrêmement puissante pour le traitement GPU, et les cœurs Tensor pour l'apprentissage et le traitement d'intelligence artificielle. Donc DaVinci peut également exploiter toute leur puissance pour améliorer considérablement les performances des ordinateurs Windows et Linux, puisqu'on a vu qu'on était sur DaVinci indépendant du type de produit qu'on va utiliser. Donc, si on doit utiliser une machine, qu'est-ce qu'on doit acheter? Donc, ça va dépendre du budget. Comme Resolve est une solution évolutive, elle va utiliser toutes les ressources auxquelles elle a accès. Si on a le budget pour deux 3090, donc deux RTX 3090, ça va donner un système incroyablement puissant. Par contre, le coût, lui, également, va être important, puisque une carte 3090, bon là, il y a des évolutions de tarifs, on en parlait avec Jean-Philippe tout à l'heure sur les cartes graphiques, mais une carte 3090 coûte le même prix qu'un iMac complet. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier l'évolutivité. Si on a le budget pour un système Apple M1, on peut déjà travailler librement dans Resolve avec des fichiers RAW 12K. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir avec les tests. Hop, je vais enlever le petit
screen et je vais passer sur un autre écran où je vais démarrer DaVinci et on va pouvoir appliquer ça directement. Alors, j'ai un petit peu galopé sur le Keynote puisque je voulais passer un petit peu plus de temps avec vous, notamment sur le test et puis après sur la session de Q&A, de réponses et questions. Donc, je démarre DaVinci Resolve. Ah, mince. Il ne démarre pas sur la page que je pensais. Est-ce que je vais pouvoir le glisser sur l'autre page? Non, bon, c'est pas grave. On va démarrer ici. Hop, on va créer un nouveau projet. Voilà, donc j'arrive dans l'interface de DaVinci. Donc, vous reconnaissez l'interface pour ceux qui l'utilisent régulièrement. Donc, au sein de DaVinci Resolve, on a en bas les différents espaces qui correspondent aux éléments du workflow. On va trouver les différentes pages. Donc, la page média, les pages dédiées au montage, Fusion, Color, la page Fairlight pour le mixage et la partie Deliver. Hop, je vais décaler cette page, je vais réduire un petit peu mon interface Zoom. Donc, pour rappel, je suis sur un écran, sur un ordinateur même M1, version de base, hein, pas M1 Pro, pas M1 Max, 13 pouces. Et ce qui explique aussi que, du coup, que mon interface est un petit peu limitée. Vous gagnez en facilité d'utilisation lorsque vous utilisez DaVinci avec des écrans plus larges. Ou voire même en 2 écrans, et c'est comme vous le savez, ça va être plus agréable de travailler. Mais là, même à la limite, pour la présentation, ça va être intéressant d'avoir un écran peut-être plus resserré, vous verrez mieux. Moi, je vais du coup passer un petit peu mon temps à ouvrir et fermer les fenêtres. Ça vous montrera aussi comment on peut les manipuler. Donc là, je vais ouvrir la partie Media Storage, une sorte d'explorateur de mon ordinateur, et je vais aller chercher les différentes pages sur lesquelles je vais travailler. Donc, j'ai un dossier avec les rushs des caméras. Ici, on a donc les rushs des caméras qui sont en 4K, en 8K pardon, ou en 12K. Oui, ça devient même flou. Et je vais prendre les différents chutiers. Si je les glisse dans la partie ici du Media Pool, je vais créer les différents chutiers à partir des dossiers de rush, de médias. Je vais lui demander de changer la cadence. Voilà, puisque alors, il y a 2 méthodes maintenant de travail quand on crée des séquences dans DaVinci. Soit les séquences suivent le réglage du projet, ce qui est intéressant parce que quand on va changer les réglages du projet, toutes les séquences vont s'adapter. Soit maintenant, vous pouvez aussi créer des séquences avec des réglages différents, mais pour l'instant, pour la démo, on va travailler avec les réglages du projet. Donc, j'ai différents rushs. Je vais juste aller tout de suite dans la page montage pour valider la fonction Live Media Preview, qui est donc une fonction qui peut être désactivée, qui me permet, lorsque je promène ma souris au-dessus des plans, de visualiser les plans. Donc, ce qui est déjà intéressant, c'est que même sur des plans en 12K, je vois directement les rushs ici. Et je vais vérifier une chose tout de suite. Alors, j'ai créé mon projet. Je vais aller vérifier dans les préférences utilisateurs que j'ai validé la fonctionnalité de sauvegarde automatique qui s'appelle le Live Save. En fait, cette fonctionnalité automatique est basée sur le fait que DaVinci est créé sur une base de données et ça vous permet, lorsque vous la validez, lorsque vous plantez DaVinci, lorsque DaVinci plante, vous ouvrez DaVinci, vous vous retrouvez dans l'état où vous étiez juste avant. C'est quand même intéressant. Vous avez également les backups qui, eux, sont datés, on va dire, toutes les 10 minutes, par exemple, ici. Voilà, donc j'ai mon fichier ici, le premier clip du chutier Gloucester. Et je vais vouloir maintenant sélectionner tous les plans qui sont en 12K, en 8K. Donc, dans la partie Smart Bin, en bas à gauche de la page média, je fais un clic droit, je vais rajouter un Smart Bin et je vais aller chercher les plans qui sont en 12K. Je nomme mon Smart Bin 12K. Et pour retrouver les plans en 12K, dans les propriétés, je vais filtrer avec la résolution. Pour aller chercher la résolution qui correspond au 12K, j'ai oublié une petite chose avant. Comme je ne vais pas me souvenir de la résolution, ce que je peux voir en sélectionnant le clip, pour vérifier qu'il soit bien en 12K, je vais ouvrir les métadonnées. Et vous voyez dans les métadonnées, mon clip est bien en 12288 par 6480. Donc, pour filtrer maintenant mon Smart Bin, que je refais avec cette petite information à côté de moi, je recrée mon Smart Bin et dans les
Diapool Property, je vais rechercher les clips dont la résolution est celle-ci, 12288, je ne la connais pas encore par cœur, par 6480. Voilà, donc là, j'ai bien tous les clips en 12K. Je vais faire des timelines au fur et à mesure. Je voudrais que dans le Smart Bin, je n'ai que les clips en 12K et pas les timelines. Je clique sur le petit bouton plus ici et je vais en plus aller chercher les types de clips qui ne sont pas des timelines. Voilà, donc on est sûr d'avoir tous les plans en 12K de mon projet. Je vais dupliquer ce Smart Bin, je vais le renommer 8K et je vais l'éditer pour maintenant sélectionner les plans qui ne sont pas du 12K parce que je sais que je n'ai que des plans 12K ou 8K ici. Donc là, voilà, j'ai les plans en 8K et ici les plans en 12K à l'intérieur du projet. Pour l'instant, les clips apparaissent un petit peu fades, vous le voyez à l'image, tout simplement parce qu'ils ne sont pas interprétés. On pourrait appliquer des luttes, mais il y a une nouvelle méthode dans DaVinci, pas plus si nouvelle que ça, mais en tout cas très puissante. Donc, on va aller ouvrir les settings, les réglages du projet, ouvrir la partie Color Management. Et dans la partie Color Management, on va choisir l'option Science colorimétrique DaVinci YRGB Color Manage. C'est-à-dire que le logiciel va être modifié pour s'adapter aux différentes sources. Voilà, soit elles sont automatiquement interprétées parce que les métadonnées dans les clips d'origine vont vous indiquer quel type de source vous avez, soit vous pourriez modifier également à la main si les métadonnées ne comportaient pas cette information. Science colorimétrique DaVinci YRGB Color Manage, Color Processing Mode, pour l'instant je suis en SDR et je finis en SDR Rec 709. On modifiera ça tout à l'heure, on y reviendra pour en parler un petit peu sur le process des talos. Je sauve, voilà. Donc là, vous avez une modification directe de l'apparence des clips pour prendre en compte du coup l'espace colorimétrique source de votre caméra et la courbe EOTF de transfert. On va continuer et on va faire un petit peu de montage. Voilà, donc ce projet, comme vous le voyez ici, ce sont des voitures, une petite pub pour les voitures Lotus et une voiture rouge des voitures vertes avec une promenade dans la ville. On va aller dans la page, directement la page Cut, une page montage dédiée à l'efficacité, à la rapidité. Et notamment, vous avez une timeline ici au milieu. Donc, les chutiers sur la gauche. Là, on peut vérifier qu'on va sélectionner les plans à l'intérieur des chutiers. Donc là, je suis dans le chutier Gloucester ici. Et à droite, du coup, le visualiseur. Au milieu, vous avez des petits boutons, notamment le bouton avec la fonction Source Tape. Son nom fait référence à un fonctionnement de bande montage multimachine lorsqu'on avait un JRI ou un cadreur, un chef opérateur qui arrivait avec une caméra et qu'on allait faire le montage d'un sujet news, par exemple. Et ben forcément, dans la partie de l'enregistreur source, on avait tous les plans les uns à la suite des autres, les plans du tournage. Fonction Source Tape, qui est une fonction d'ailleurs que reprennent certains monteurs qui vont créer des séquences sources, les mettre, et on va le faire tout à l'heure dans la partie montage, donc créer une séquence source avec un bout à bout de plan. Là, du coup, dans la page Cut, c'est fait automatiquement. Dès que je clique sur le bouton Source Tape, tous les plans du chutier sont classés dans l'ordre. Alors, l'ordre que vous pouvez sélectionner, que vous pouvez modifier par la suite. Donc, si je viens sur les plans, j'appuie sur le bouton X pour le sélectionner et je vais le monter dans la timeline. Vous allez voir qu'il y a une timeline qui va être créée automatiquement. Voilà, donc là, je rajoute le premier plan. J'appuie sur X. Vous voyez que du coup, je peux me balader entre les différents plans dans ma fonction Source Tape. Et je peux glisser, déposer les plans, voilà, pour le mettre au bout. Là, je déplace ma souris. Je reviens sur le Source Tape. Je me mets ici. J'appuie sur X de nouveau. Je peux appuyer sur le bouton pour monter le plan à la fin. Hop. J'appuie ici, j'appuie sur X. Je vais utiliser ensuite les raccourcis pour monter quelques autres plans. Le but étant de mettre en bout à bout les plans de la voiture verte. Et voilà, après, on a une autre partie des rushs. Donc, on va avoir fait cette première séquence. Si je reviens soit dans la page média, soit dans la page montage, donc dans la page média ici, vous avez les chutiers et les rushs. Dans la page montage, on retrouve cette partie avec les chutiers et les rushs dans le media pool qu'on peut ouvrir en haut à gauche. Ici, donc je retrouve dans le master la séquence, puisque automatiquement dans la page code, quand il y a une séquence qui est créée, elle est mise au niveau supérieur, mais on va pouvoir l'arranger. Donc on va la nommer Select voiture verte, ou Lotus verte, on aurait pu mettre. Ici, je vais créer
un chutier que je vais nommer timeline. Hop, et je vais y glisser cette timeline ici. Je vais maintenant créer une nouvelle timeline. Clic droit, Create New Timeline, que je vais nommer montage. Et je choisis bien l'option Use Project Setting qui indique que les réglages du projet vont régler ou vont se décliner sur la timeline. Si vous enlevez ici, vous pouvez faire des réglages différents. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Depuis la version d'avant, la version 16, on peut faire des séquences différentes, ce qui est assez pratique, en tout cas si on se trompe de réglage au départ à l'intérieur de DaVinci. Mais en tout cas, là, si on met Use Project Setting, ça va suivre les réglages du projet. Je clique sur Create, je suis dans mon montage. Je vais commencer à mettre quelques plans. Hop, voilà, alors on va utiliser comme premier plan celui-ci. Je mets un point de sortie dans ma source, un point d'entrée pour avoir un petit peu plus d'une seconde de plan. Et je peux ramener le plan ici. Donc là, vous voyez que j'ai mis les rushs directement depuis le chutier. Je pourrais aussi double-cliquer sur le plan, le monter dans le visualiseur. Donc, ce que je vais faire avec ce plan ici. Voilà. Et donc, si je veux rajouter le plan derrière, je peux ramener le plan ici et le rajouter sur Append at End pour mettre le plan sur la fin ici. Je vais aller prendre la séquence puisqu'on n'a pas préparé la séquence pour rien. Donc, la séquence de sélection des voitures vertes, je prends la séquence, je la glisse dans le visualiseur source. Donc là, en fait, dans le visualiseur, vous avez un bout à bout des plans. Enfin, vous pourriez avoir n'importe quelle séquence qui va être utilisée après en séquence imbriquée. Avec les flèches haut et bas, je peux me promener entre les différentes coupes des différents plans. Et puis, je vais aller sélectionner quelques plans. On va commencer par ce gros plan ici des roues de la voiture. Je vais aller sélectionner un autre bout ici de la voiture en entier. Et puis, on va mettre un dernier plan. Allez, au hasard, celui-là. Voilà, je suis sur un montage un peu rapide. Vous m'excuserez de la qualité artistique, mais on voit bien que là, on est sur des fichiers, c'est ça qui est important, sur des fichiers 12K ou 8K, et qu'on a une lecture temps réel et un montage temps réel sans problème ici. Voilà. Alors, les plans qu'on a montés ici, c'est des plans qui viennent d'une séquence. Donc, si je zoome un petit peu dessus, vous voyez cette icône qui vous montre qu'on est sur une séquence imbriquée. En fait, si je veux retrouver les plans d'origine, je sélectionne mes 3 plans, je fais un clic droit, Decompose in place, je retrouve les plans d'origine comme les 2 premiers plans que j'avais montés tout à l'heure. On va continuer le montage et on va insérer 2 plans au départ. Donc, je vais retourner dans le chutier ici. Je vais aller insérer le plan départ pour donner un petit peu de tension au début du film. Donc, je mets ma tête de lecture au début du film. Je vais appuyer sur le raccourci F9 ou alors je pourrais utiliser les boutons de montage ou faire le glisser-déposer comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a ce premier plan. On est toujours en temps réel. Et après le 3e plan, avant d'arriver sur les voitures, on va vouloir mettre un petit peu d'humanité, entre guillemets. On va mettre un gros plan du visage de la dame ici. Voilà, il faudra enlever le son par la suite, mais pour l'instant, on va monter ce plan. Voilà, alors je veux un petit peu améliorer maintenant le montage. Donc, pour améliorer le montage, on va pouvoir utiliser des fonctions de trimming. Et pour ça, vous voyez qu'il suffit que j'utilise la touche ici, Trim Edit Mode, où j'appuie sur la touche T. Et quand je me rapproche ici des coupes, je vais pouvoir utiliser toutes les fonctions de trimming, soit sur la coupe comme ici, où vous voyez dans le visualiseur du montage que je choisis à quel moment se fait le passage de l'un à l'autre. Donc là, par exemple, si je veux que ma coupe se fasse ici, je vais trimmer sur le plan, donc des 2 côtés. Une fois qu'on a fait le choix, je peux choisir à quel moment je passe d'un plan à l'autre et on voit les petites imagettes qui se mettent à jour. Et je peux même m'en servir en cliquant sur le plan pour choisir le contenu du plan. Là, par exemple, si je veux vraiment être juste au moment où la dame va tourner de visage, je me mets ici.
Hop, et puis pour trimer sur la fin, parce que je veux qu'une fois qu'elle est tournée, on ne reste pas trop longtemps dessus. Voilà. Et au final, je trouve que ce serait bien de l'avoir un petit peu plus quand même avant. Je décale ici. Voilà, donc on a toutes ces fonctions de trimming. J'aurais pu aussi faire glisser le plan entre les deux autres. Donc le premier, c'est coulisser, ça change le contenu du plan. Le deuxième, glisser, ça décale le plan entre les deux autres ici. Je reviens en fonction de montage traditionnel et on va importer une timeline. On va avancer un peu dans le montage. Donc, je vais faire clic droit, import. Je vais importer une timeline en termes de DRT, partie 1 qui est ici sur mon chutier. Voilà, donc là, la timeline, c'est la même, mais on a un petit peu avancé les fonctions de montage. Et encore une fois, on est dans une lecture temps réel sur nos images. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant au niveau de cette lecture dans les project settings. Dans la partie master setting, en fait, ma timeline, comme était indiqué dans les démos, là, la timeline est prévue pour finir en 1920-1080. Donc, ça fait qu'on ne lit pas les fichiers. Les fichiers sont dans la timeline en 8K, en 12K, mais la timeline, elle est lue en 1920-1080. Si je passais sur une timeline en 8K, 7680, 4320, 8K Ultra HD, je sauve. Là, je risque, globalement, bon, même si ça marche un peu pour l'instant, du coup, on est encore... voilà, mais croyez-moi, au bout d'un moment, il aura un petit peu plus de mal. Mais du coup, voilà une des façons de pouvoir fonctionner. Ah, ce truc m'énerve, il y a un petit truc qui arrive sur mon... Hop, on va fermer cette page. Pourquoi notre s'ouvre? Voilà. Donc, j'ouvre ma page ici. Je reviens sur les réglages où je vais me mettre en 1280-720, par exemple. Là, ce serait une des façons vraiment de soulager l'ordinateur. Donc là, on est sûr d'avoir une lecture en temps réel. Ici. Même sur des ordinateurs un petit peu plus légers en termes de puissance. On va continuer à construire le montage. On va rajouter des effets et notamment des effets de vitesse et des titres. On va prendre les deux clips qui sont ici, les clips orange. Pour l'instant, la vitesse n'est pas hyper démoniaque pour nous donner l'impression de vitesse. Donc déjà, je vais sélectionner les clips, clic droit, Change Clip Speed, et on va passer sur une vitesse à 150%. Voilà, donc on va donner un petit peu plus de dynamisme à nos images. On va faire de même pour le dernier plan. Change Clip Speed, 150%. Donc ça donne un petit peu plus de dynamisme. Voilà. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que si on sélectionne le plan à la fin, je vais aller dans l'inspecteur, je vais zoomer sur ce plan et donc je vais fermer la partie Media Pool. Voilà, je veux recentrer par rapport, maintenant que j'ai zoomé sur le plan, je veux recentrer par rapport à un déphare. Il y a une fonction qui s'appelle Smart Reframe. Si je clique ici sur Reframe, il va y avoir un recadrage automatique. Voilà, qui va recentrer par rapport à la voiture. Je vais pouvoir même zoomer un petit peu plus. On est sur un fichier quand même en 8K. Voilà, le recadrage ici. Et sur ce recadrage, ici, vous voyez que le recadrage va rester même si vous passez sur une timeline avec une résolution plus élevée. Donc là, si je reviens en 12K, je reviens en 12K, j'ai la même résolution et le même recadrage. Je ne sais pas pourquoi note s'ouvre toujours. Hop, et maintenant, je reviens en HD. Et la résolution reste, c'est ça qui était intéressant, que je vous expliquais, qui permet de changer de résolution en vol. Tous les effets de resize que vous avez pu remettre, et même les effets d'étalonnage, etc., vont rester, vont s'adapter. On continue maintenant sur les effets de vitesse. On a mis des accélérés tout à l'heure. En termes de qualité des accélérés, vous n'avez pas besoin d'image, enfin, vous n'avez pas besoin de recréer d'image. Par contre, si je fais un ralenti pour donner un peu de dynamisme, on voit, enfin de dynamisme à l'inverse, pardon, de dramatisme. Ici, vous voyez que sur le plan, là, quand la dame marche dans le parking souterrain,
il manque un petit peu de dramatisme, donc je vais faire un clic droit, je vais changer la vitesse et cette fois-ci, je vais passer sur une vitesse de 50%. Les premiers réglages en fait en termes de qualité d'image dans les ralentis, ce sont les réglages du projet que vous pourriez modifier pour le projet dans sa globalité. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer sur un réglage plus bas. Donc là, en fait, le premier réglage, il va être, si j'ouvre Retime and Scaling, on va être dans le mode Nearest, c'est-à-dire que vous allez dans un ralenti à 50%, il nous manque une image sur deux. Ben là, on va dupliquer cette image qui manque. On le voit ici. Si je me mets en gros plan, on a un rendu un peu stroboscopique. Donc, pour résoudre ça, on peut aussi maintenant régler plan par plan. Il suffit d'ouvrir l'inspecteur et dans Retime and Scaling, on va choisir les options. Donc, je vais mettre en Optical Flow, par exemple, mais quand je vais mettre en Optical Flow, on va être plus gourmand sur la machine. Donc, il va falloir faire des rendus si on veut le lire en temps réel, sauf si les machines étaient un peu puissantes. Alors, même en fait, sur le M1, j'arrive à le lire en temps réel quand j'enlève Zoom. Mais ici, alors je peux le tenter, mais je crois que voilà, donc je n'arriverai pas à le lire en temps réel ici. On a vu voilà, directement ce que ça nous apporte. Donc, pour le lire, on va aller dans le menu Playback et on a des fonctions de rendu. Donc, soit on se met en mode Smart et c'est DaVinci qui va choisir quel plan il veut rendre, ou soit on se met en mode User et là, on va prendre le plan, on fait un clic droit et on va aller choisir de faire un render cache. Alors, on choisit le render à la sortie d'une des pages. Donc là, on va faire le render à la sortie de la page color. Voilà. Et donc là, par rapport à tout à l'heure, la qualité de mon rendu va être améliorée. Voilà, on a une fluidité beaucoup plus grande. On va voir quand même qu'il y a des défauts qui peuvent arriver. Alors, je vais aller un petit peu trimer pour donner un petit peu plus de marge à ce plan-là. Et en utilisant l'outil Trim, je vais aller changer le contenu pour que la dame passe au milieu du poteau pour vous montrer justement le type de défaut qu'on va pouvoir avoir avec un optical flow. Donc là, on est en optical flow, en flux optique. Et on va avoir quelques petits défauts qui vont se matérialiser, notamment lorsqu'il y a des personnages ou des éléments qui se croisent dans la profondeur. Là, c'est le cas avec notre personnage devant le poteau. Et lorsqu'on se déplace image par image, vous voyez ce petit défaut. Alors, je ne sais pas s'il est visible via le streaming sur votre écran, mais c'est le défaut caractéristique de l'optical flow. Et là, il y a le speed warp qu'on a étudié tout à l'heure qui réglerait ce problème-là, mais qui est ultra intensif, mais par contre très qualitatif ici. Donc, si je passe en speed warp, alors là, ça va demander plus de puissance et on est sur effectivement l'utilisation en plus avec Zoom, mais on va essayer d'attendre pour vous montrer cette différence de calcul. Là, du coup, un des process pour pouvoir utiliser des effets très puissants de ce type va passer par cette utilisation de la mise en mémoire cache. Vous pouvez paramétrer vos mémoires cache, vous pouvez choisir le type de format, le type de disque. Il est conseillé de les mettre sur un disque rapide. Donc, plus vous avez un disque rapide pour les mémoires cache, plus votre station sera efficace. Et donc là, le calcul est en train de se faire. Donc, le speed warp est très, très gourmand. Et c'est là quand même qu'on voit, puisque même sur des machines assez gonflées, mais de génération un petit peu plus ancienne, le speed warp peut faire totalement écrouler la machine. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc, je vous invite à ne pas faire de présentation de l'outil en webinaire sur une station qui ne supporterait pas, parce que ça peut même éteindre la machine. Donc, une fois qu'on aura vu ça, après, on va rajouter un titre. On va travailler avec de l'audio. Et le titre, on va le rajouter dans Fusion, qui va nous permettre de voir ce processus d'aller-retour entre la page montage et la page Fusion, sans être obligé de quitter le logiciel. Ça, c'est vraiment important. Donc là, on va rajouter un titre Fusion, qui est un modèle Fusion, et on va aller le modifier dans Fusion. Et avant ça, voilà, je vous annonce un petit peu les réjouissances qu'on va avoir tout à l'heure, en attendant que le calcul soit fait. Vraiment, le calcul est beaucoup plus rapide lorsque je n'ai pas Zoom qui est mis dessus ici. Donc, vous voyez maintenant là le ralenti que j'ai au niveau du passage. Ici, alors je le montre image par image et maintenant, je vais vous le lire. Alors, ce serait bien. Voilà. Vous voyez du coup cette fluidité de ralenti qui est amenée par le speed warp, qui est vraiment très, très impressionnante. Et ça évite tous les petits défauts du flux optique, qui est déjà superbe, le flux optique, mais qui a parfois, notamment lorsqu'on a des éléments qui se croisent, ce petit défaut. On va fermer l'inspecteur, ouvrir la partie des effets dans lequel, en fait, on a des titres, et notamment les titres se sont complétés de nombreux modèles Fusion
on va aller placer un modèle Fusion Digital Glitch. Voilà, on peut aller donc ouvrir cet effet. Il est créé dans Fusion à la base, mais il est modifiable. Il a été paramétré pour être modifiable dans l'inspecteur ici. Donc, au niveau du texte large, je vais mettre Lotus. Au niveau du petit texte qui est ici, excusez-moi, le texte large, c'est le titre, donc ça va s'appeler The Driver. Et sur le petit texte ici, ce sera Lotus présente. Voilà, on peut changer du coup le type de typo. Alors, je vais choisir un petit peu au hasard pour ne pas prendre trop de temps. Ça peut prendre du temps de choisir une typo de qualité. Et dans la rapidité d'une démo, c'est jamais simple. Voilà, donc on a choisi 2 typos, vous voyez. Donc, on va avoir la mise à jour ici du titre directement. Je vais utiliser la touche Y qui va me permettre de sélectionner tous les clips et je vais décaler les clips ici de 4 secondes, histoire d'avoir d'abord un démarrage du titre au noir et puis après de reprendre nos éléments de vidéo par la suite. On va attendre ce petit calcul. Et on va aller ensuite prendre le titre et le modifier dans Fusion. Fusion, c'est la page à côté qui vous permettrait de faire du motion design et des effets spéciaux inclus sur fond vert, tracking, etc. On va le regarder d'ailleurs, ce côté tracking planaire, on va en faire un tout à l'heure lorsqu'on va vouloir nettoyer un élément au sol sur un plan qui est un plan en 8K, mais qu'on utilisera avec un proxy. Voilà, donc là, on voit le titre qui est ici, l'arrivée sur le reste de la vidéo. Lorsque je sélectionne le titre, si je fais un clic droit, je peux choisir la fonction Open in Fusion Page, pardon, avec une prononciation un peu délicate. Et ici, vous voyez que mon titre, c'est un ensemble de nodes. En fait, je pourrais double-cliquer pour l'ouvrir ou via un clic droit, je vais choisir Expand Group et je trouve l'ensemble des éléments du groupe, notamment mon texte large. Alors là, bien sûr, ce serait encore plus agréable. Il faudrait un écran assez large pour mieux travailler, plutôt qu'un écran 13 pouces. Mais l'intérêt, c'est de voir ce qu'on peut faire sur un écran 13 pouces. J'ouvre l'inspecteur à droite. Dans la partie large texte, je vais vouloir modifier du coup les paramètres. Donc, notamment, on va faire quelque chose de simple. Ici, j'ai la partie shading qui est en fait 8 niveaux de style de mon texte. Je vais me déplacer pour qu'on voit le texte. Voilà. Et sur la partie shading, je vais prendre le 2e niveau que je valide, qui me met ici un contour. On va pouvoir mettre un côté de soft sur le contour ici pour donner cette impression de lumière sur le driver. Et voilà, on va juste se contenter de ça pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai fait cette modification sur ce titre. Je retourne directement dans la page montage et la modification est effectuée directement sur le modèle, là, qui est un modèle de base d'usine, mais qui est un modèle que vous auriez pu créer pour vous et que voilà, vous pouvez éditer des modèles pour des magazines, tout type de production, documentaires et autres. Ici. Donc, on attend la mise en mémoire cache pour la lecture en temps réel, puisque c'est des effets fusion. Et donc, même lorsqu'on est en mode user, comme c'est ici en termes de calcul, les effets fusion, eux, vont être calculés, c'est réglé dans les paramètres. On va ensuite travailler avec de l'audio. Tout de suite, on va importer une timeline et un dossier audio. Mais avant ça, hop, on regarde du coup, voilà, la modification qui a été faite sur nos titres apparaît directement ici et va être lue sur la suite. Alors, on va travailler avec de l'audio. Pour ça, je vais ouvrir le Media Pool, je vais fermer l'inspecteur et je vais aller importer une timeline, un chutier d'abord. Alors, j'ai oublié le chutier, donc je vais aller dans la page média. Dans la partie Media Storage, je vais importer mon dossier audio qui se transforme en chutier, tous mes clips audio. Et je vais vous montrer, alors ici, je pourrais créer du coup des pistes dans ma timeline. Je pourrais rajouter mes éléments, mais on va gagner un petit peu de temps. Voilà, je peux créer différentes pistes, mono, stéréo, mais on va gagner un petit peu de temps. Je vais importer une timeline. Avec déjà des travaux à l'intérieur. Donc voilà la timeline ici.
Donc, vous voyez qu'il y a différentes pistes. On a également des pistes à un moment. Si j'affichais le mixeur, où en fait on a des pas, mais qui sont eux que d'un côté, on les entend que d'un côté. Alors qu'on est dans des timelines stéréo, mais il y a des mélanges d'éléments stéréo et d'éléments mono. On pourrait commencer à mixer dans la page montage, mais on va aller dans la page Fairlight directement, qui va être beaucoup plus optimisée pour travailler là-dessus. Puisque dans la page Fairlight, vous retrouvez vos différentes pistes. Vous allez retrouver également votre image qui s'affiche en haut à droite. Sur les pistes, ce qui est bien, c'est qu'on voit directement. Donc là, on a des pistes en stéréo. Et dans cette piste en stéréo, les pas qui sont ici, en fait, sont lus en mono, puisqu'on a un clip en mono. Donc, je vais les modifier. Je les sélectionne, clic droit, clip attribute, et je vais transformer cet élément de mono en stéréo en doublant en fait le rush d'origine. Donc, c'est du faux stéréo, hein, bien sûr, c'est juste doubler l'élément. Et là, j'ai bien mes pas ici global. Je fais la même chose pour ce plan. Donc, clic droit, clip attribute, stéréo, et je remets embed channel 1. La voiture d'après, j'aurai la même chose. Et il me reste un plan à faire ici. Clip attribute, je me mets en stéréo, embed channel 1. J'aurais pu les sélectionner ensemble. J'aurais surtout pu les faire avant de mettre les plans dans mon montage. Ici, de faire mes réglages comme il faut. Voilà, où j'aurais pu avoir des pistes pour les pistes mono, d'autres pistes pour les éléments stéréo. On a une musique en haut qui va être un petit peu fort. On veut la régler. Donc, alors, on ne va pas faire tous les réglages de mix, je vous rassure, en fonction du timing que l'on a pour se garder un petit peu de temps. Mais pour régler du coup cette piste, je fais un clic droit. Je vais aller sélectionner l'option Normalize Audio Level. Et hop, alors j'ai mes interfaces Zoom qui apparaissent ici. Il faut que je les cache. Normalize Audio Level. Je peux travailler soit en pic. Donc, sur de la musique, ça va marcher puisque les musiques sont très compressées. Mais je pourrais aussi aller chercher des éléments comme les normes BU R128 que certains mixeurs connaissent peut-être, qui permettraient de prendre un ensemble d'éléments, par exemple de voix, d'interview, et de les régler pour que subjectivement, vous ayez un point de départ de votre mix. Ça, c'est très pratique. Donc là, je normalise. Voilà, la musique maintenant est normalisée avec son pic à 6 dB ici. Autre chose que l'on peut faire maintenant sur une nouvelle fonctionnalité, ça va être de mettre des fondus. Donc là, on est un peu sur un prémix, on va dire. Et donc, ce serait pas mal de pouvoir mettre des fondus croisés ou des fondus au début de chacun des plans. Donc, je sélectionne tous les plans dans le menu Fairlight. Je vais dans la fonction Batch Fade Setting et vous avez la possibilité de rajouter des fade in, des fade out ou des crossfade et de choisir le type et la durée. Donc là, on va être sur des éléments de 10 images. Voilà, on va regarder ce qui se passe au niveau de la timeline. Là, vous voyez du coup que j'ai bien eu appliqué au début et à la fin et au milieu des crossfades sur chacun des plans. On va vouloir un petit peu vous montrer quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment le fait qu'on va rajouter des bus pour, par exemple, prendre tous les effets sonores et les régler avec un seul potentiomètre. On va faire un bus SFX, un bus pour la réverbération, dans lequel on pourrait choisir d'envoyer nos éléments. Et en plus, le bus principal, on va le renommer. Donc, on va dans le menu Fairlight, bus format. On a le bus principal, je vais le nommer main en stéréo. Et je vais rajouter un bus pour les effets sonores SFX également en stéréo et un bus pour la reverb et également en stéréo. Alors maintenant, pour pouvoir paramétrer ces bus ici, je me mets dans mon mixeur. Vous voyez que ça peut prendre de la place, donc c'est encore mieux avec une résolution plus grande. Dans le mixeur, sur les bus output, là, j'ai ma sortie de la musique, enfin, de toutes les pistes vers le main, le principal, le bus principal. Je vais enlever les sorties de toutes les pistes SFX ici pour les diriger vers justement le bus spécifique SFX ici. Et le bus SFX qui est là, je le dirige vers le main. Donc lui ira vers le principal. Mais en fait, maintenant, vers le principal, on aura la musique d'un côté, le main de l'autre. J'aurais pu, et bien sûr, ça aurait été mieux, renommer mes différentes pistes ici. Et la reverb, je vais l'envoyer vers le SFX également. Donc pour la reverb, on voit ici qu'il y a des pas qui mériteraient d'avoir un peu de reverb. Donc on va utiliser justement cette piste spécifique pour la reverb.
Et donc, la piste reverb, il faut qu'on lui mette un effet. Donc, je vais cliquer sur le bus ici dédié à la reverb, sur le petit bouton Effect ici, et je vais rajouter une reverb. Voilà, on ne va pas passer de temps à la configurer, mais on va voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Pour envoyer notre élément ici vers la reverb, on a bus send ici, on va dire sur la piste 3, je clique et je veux l'envoyer sur la reverb ici. Je vais choisir le niveau. Voilà, donc je peux choisir le niveau d'envoi de telle ou telle piste vers la reverb, mais ce qui est encore mieux, c'est que je vais pouvoir le régler. Donc pour ça, je clique sur le petit bouton d'automation qui est ici. Dans la piste 3, je vais augmenter la taille de ma piste 3. Alors, je pourrais après même fermer d'autres pistes. Il y a des fonctions dans la page index qui permettent d'afficher, de fermer des pistes. Donc ça, ce serait pratique au moment où on veut les régler. Et ici, je vais aller chercher le send, le départ, donc send level, vers la piste ici. Et en fait, ce qui est top, c'est que là, je pourrais avoir une table de mix comme, j'ai perdu le nom, mais il y a des tables de mix qui permettent de piloter, plutôt des surfaces de pilotage ici, qui permettraient d'enregistrer soit tous les niveaux, les faders, les réglages des effets. Mais je peux aussi, du coup, à la main, aller prendre le crayon ici et puis dessiner ici mon niveau. Donc, en fait, ce que je veux, c'est avoir un effet de reverb qui augmente quand on arrive vers cette partie-là. Donc, on va dessiner ici la reverb à la main et donc on a une petite reverb légère. Voilà, et après la reverb augmente vers la fin pour donner un petit peu plus de dramatisme. Je pourrais refaire un petit peu mon dessin ici, on va le revoir. Hop, là la reverb arrive plus fort. Voilà, donc ici, on a commencé à travailler sur la reverb. Bon, on a vraiment été très vite sur les effets, mais on voit, c'est intéressant qu'une fois qu'on a travaillé dans la partie Fairlight, je peux revenir dans la partie montage pour continuer le montage et la timeline d'édition audio va suivre. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des allers-retours en permanence. C'est toujours complexe quand on doit envoyer vers le mix. Généralement, on attend la fin pour envoyer vers le mix. Là, on peut commencer à travailler sur le mix. Surtout qu'on peut travailler dans DaVinci en collaboratif. Donc, on pourrait très bien avoir deux stations et quelqu'un qui commence à travailler sur le mix et quelqu'un qui va monter. Voilà, on va donc rajouter maintenant quelques effets dans cette partie-là. Et notamment, on voit que si j'ouvre le menu Timeline, Output Blanking, je peux choisir de mettre des barres sur mon image. Lorsque j'ai des barres sur mon image, je vais devoir régler quelques plans, notamment le plan qui est ici. Je vais aligner ici le titre. Donc, on va fermer cette partie-là. Donc, je vais aligner le titre et je vais jouer sur la rotation pour caler mon image. Je vais jouer sur le yaw ici pour avoir un petit peu plus de l'arrière de la voiture. On rééquilibre avec la rotation. On va assez vite. Et je décale la position puisque du coup, l'ensemble a décalé ici. Donc, vous voyez, du coup, ces effets, ce qui est bien, c'est qu'on est encore sur l'ensemble en temps réel avec nos différents travaux. On voit qu'on a à côté 3 plans l'un au-dessus de l'autre qui ont été prévus pour pouvoir faire du picture-in-picture. Si je désactive les différents plans, on va pouvoir s'amuser à les mettre. Donc, on est vraiment sur une préparation dans la timeline pour faire du picture-in-picture. Je vais ouvrir la catégorie des effets et dans la partie générateur, je vais rajouter une couleur ici. Je valide le magnétisme pour bien caler mes éléments. Alors, cette couleur, en fait, on va l'utiliser pour aller chercher un nouvel effet qui s'appelle l'effet Video Collage. Que je vais vouloir lui appliquer par-dessus. En fait, l'effet Video Collage me permet de découper des images de deux manières. Soit on découpe un fond et on cale nos images derrière, soit on prend chacune des images et on en fait des petites vignettes, des petites tiles. Là, on va prendre la méthode de découpe du fond. Sauf que quand j'ai fait un générateur avec une couleur, ce qu'il faut savoir dans DaVinci, il y a une petite astuce pour pouvoir l'utiliser pour mettre un effet. Il faut en faire un plan composé. Donc, c'est ce que je fais. Clic droit, New Component Clip. J'en fais un fond noir et je vais pouvoir appliquer mon effet Video Collage par-dessus. Je ferme la partie effet, j'ouvre la partie inspecteur, je me rends dans la partie effet de l'inspecteur et je vais
régler. Donc, je pourrais régler mes layouts, les afficher ici, et je vais régler le nombre de colonnes, le nombre de lignes, et enlever l'adoucissement ici. Voilà, il me reste derrière plus qu'à caler mes plans. Donc, je sélectionne le plan. Je le recale à l'intérieur de l'imagette. Vous voyez que ça simplifie en fait votre travail de picture in picture. En plus, il y a des options que vous pourriez mettre dans l'effet à faire arriver l'image dans le timing. Alors, ça ne va pas tout remplacer et du coup, manuellement, vous pouvez aller travailler vos éléments, mais ça permet de faire des choses assez efficaces sur cette fonction qu'on utilise régulièrement. Donc là, vous voyez que manuellement, je vais pouvoir modifier mes plans. Hop, et le dernier plan qui est ici, je vais le recaler. Voilà, alors là, on a 3 plans en 8K, un effet vidéo college ici. Et vous voyez que du coup, on voit la lecture des 3 plans en 8K, de l'effet, l'ensemble dans la timeline. Et on est sur des Blackmagic Raw, on n'est pas sur des proxys. Ici, on n'a pas calculé de proxy, on pourra en parler tout à l'heure. On va rajouter un effet de light leak cette fois-ci. Sur quel plan on va rajouter ça? Sur ce plan-là. Voilà, on va rajouter un petit effet. J'ouvre la catégorie effet. On va chercher l'effet Light Rays. Je ne sais pas pourquoi je le nomme Light Leaks, mais c'est Light Rays pour avoir des rayons lumineux ici. Alors, on va le faire rapidement. Hop. Le plan qui est ici, la catégorie effet. On va choisir la partie de la plaque. Donc, je mets source région pour régler la partie qui est prise, donc il n'y ait pas trop de plaques ici. Je me remets en Final Image dans le Select Output. Je vais choisir la position de mes lumières ici, de mes raies lumineux, pour avoir du coup, voilà, ce rayon ici. Et on va augmenter la longueur du rayon, on va augmenter sa luminosité, on va aller prendre une couleur qui sera plus proche de la couleur du rouge, puisqu'on va pipeter la couleur du rouge ici, et on va augmenter. Voilà, on va mettre des images clés sur l'ensemble de ces points. On se décale dans le temps. Et donc, en réglant sur la position ici, on va ramasser un petit peu la longueur, softer un petit peu moins, baisser un peu la brightness. Et du coup, voilà, on a cet effet du rayon lumineux qui s'agrandit avec nos plans, et tout ça en temps réel ici. On passe à l'étalonnage. Pour ça, je vais créer une nouvelle timeline. Donc, clic droit dans la partie timeline. Je vais aller importer la timeline, donc comme tout à l'heure, pour avancer un petit peu dans le temps. Alors ça, c'est une autre timeline déjà finie, pardon. Donc, je vais revenir sur la timeline 2. En fait, on va rester sur celle-là. Hop. Donc, on va étalonner quelques clips. Mais pour étalonner les clips, on a parlé tout à l'heure du DaVinci Resolve Color Manage. Donc, dans la partie des réglages du projet, dans l'option Color Management, on est donc passé en DaVinci YRGB Color Manage, mais on est resté dans un Color Processing, c'est-à-dire le fonctionnement des outils dans la timeline en SDR, pour optimiser les choix. Donc, j'enlève Automatic Color Management et on va aller chercher un mode Color Processing qui s'appelle le HDR DaVinci Wide Gamut Intermediate, qui va donc nous permettre de profiter de large espace colorimétrique et de la large dynamique des plans au maximum. Et ça permettrait aussi de faire plusieurs types de sorties. Là, on fait une sortie en Rec 709, mais en plus, en prenant en travail un espace plus large, on pourrait déjà s'optimiser les sorties vers différents espaces colorimétriques et différents EOTF, différentes courbes de dynamique de l'image. On va travailler donc dans la page color sur le clip numéro 3 ici. Voilà, on va vouloir du coup rajouter d'abord un réducteur de bruit. Donc,
du bruit. On va zoomer sur l'image pour voir qu'il y a un petit peu de bruit. On est dans une partie un peu sombre. Et si on voulait vraiment traiter ce bruit ici, on a un réducteur très efficace. Donc, je vais le sélectionner. Donc, ça, c'est le réducteur de bruit. Voilà, je peux me mettre sur un réducteur et je vais chercher le niveau, donc le seuil à partir duquel, vous voyez, on va régler le bruit ici. Je pourrais en plus le mettre après en mode spatial. Voilà, donc on est sur un plan. Alors, ça peut devenir un petit peu lourd à traiter au niveau des images. Voilà, le réducteur de bruit est assez gourmand. Donc là, ce que je peux faire, c'est un clic droit sur le plan et je peux mettre mon node en cache. Donc cette fois-ci, du coup, le réducteur de bruit va être mis en mémoire cache et vous pourrez continuer vos étalonnages derrière, malgré du coup le fait que vous soyez sur un effet assez lourd en termes de puissance. Ou alors, on peut aussi désactiver, c'est ce qu'on va faire avant de continuer les étalonnages. Ça permet aussi de continuer le travail. Voilà, donc là, c'est passé en bleu, ce que j'attendais. Hop, et voilà, là, on a la lecture avec la mise en mémoire cache du plan ici. On va étalonner un petit peu avec la limite de temps que l'on a. Hop, excusez-moi, du coup, alors forcément, j'étais en train d'étalonner sur mon plan avec le réducteur de bruit. Là, je vais le désactiver. Pour l'instant, je rajoute un node. Et je ne comprenais pas que ça ne réagisse pas. Voilà, donc là, j'enlève la grosse dominante jaune qu'on avait ici. Hop. Et puis, on va vouloir aller un petit peu plus loin. Mais si on va un peu plus loin, on risque d'abîmer l'image. Donc, on va rajouter un node. Pour ça, on va importer des nodes. Donc là, dans la partie de la galerie, je peux faire un clic droit et je vais importer les différents étalonnages que j'ai déjà préparés. Voilà, ils arrivent ici. Et hop, alors j'aurais dû, excusez-moi, on va le refaire. J'ai importé, mais je n'ai pas sélectionné les bons éléments. Donc, je vais les importer en prenant les DPX. Voilà, pour ne pas les doubler, puisque sinon ils se doublent. Et j'ai cet élément ici qui s'appelle masque. Je fais un clic droit dessus, display node graph, et je vais pouvoir aller coller mon node outside ici. Ce qui veut dire que je vais pouvoir ici étalonner à l'extérieur du nœud. Et donc, notamment, je vais continuer un peu ce réglage. Je vais aller dans la partie HDR, dans la partie globale, pareil. Voilà, on va donner un style un petit peu cyan à notre image. Voilà. Et après, du coup, je pourrais travailler à l'intérieur, donc en mettant un node outside ici, au lieu de travailler à l'extérieur de la voiture. Donc, vous avez vu, hein, le node que j'ai pris, c'était un node de masque. Là, je vais travailler à l'intérieur et je pourrais jouer sur le contraste de mon image. Hop, éventuellement monter un peu sa luminosité et jouer sur les détails. Voilà, donc on peut travailler à l'intérieur de cette voiture. Et puis, on va continuer l'étalonnage. Alors, plutôt que de tout continuer à la main, je peux aussi prendre du coup cet étalonnage complet qui a été préparé pour nous. Je clique du milieu de ma souris et j'applique l'étalonnage ici. Je vais enlever le réducteur de bruit pour l'instant, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc là, j'ai ce plan ici. Du coup, ce plan, si je veux, je peux m'en servir de référence. Notamment, je vais prendre le plan numéro 4. Je fais un clic droit sur le plan numéro 3 et je vais choisir l'option Shot Match to this clip ici, et je vais retrouver un étalonnage qui correspond bien, mais ça ne marche pas à tous les coups, le fonction Shot Match to the clip, heureusement, sinon il n'y aurait plus d'étalonneur. Mais on va pouvoir, par exemple, du coup, sur celui-ci, utiliser la fonction de wipe. Donc, je prends l'image wipe et je vais me dire que je vais vouloir corriger donc, le plan qui est ici par rapport au plan qui est à droite. Voilà, donc je vais retourner dans cette partie-là. Alors, je le fais assez rapidement, vous m'en excuserez, la précision ne va pas être totale. Hop. Voilà, donc on va essayer de coller la couleur entre les deux grâce au wipe. Mais cette fois-ci, quand on enlève le wipe, on voit que le visage est un petit peu trop attaqué. Donc, je vais aller faire un node en layer, Alt L, et je vais vouloir limiter mon personnage. Donc, je vais faire une forme.
Voilà, et sur cette forme, je vais un peu l'adoucir. Et lancer un tracking pour faire un suivi du personnage. Et je pourrais après revenir à l'intérieur et me dire, bon, je vais peut-être remettre finalement un petit peu de cyan sur un petit peu de... retrouver la couleur qu'on avait ici. Et donc rééquilibrer le calque qu'on a rajouté par-dessus. Ou alors, je pourrais utiliser une autre méthode, puisque là, on a utilisé une méthode un peu manuelle. Et on va passer sur un autre plan et utiliser le fameux Magic Mask qu'on avait présenté tout à l'heure. Je vais me mettre en loop sur ce plan-là. Hop. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Voilà, donc je vais vouloir travailler sur ce plan ici. Et donc, pour pouvoir sélectionner le personnage, au lieu de faire une forme ou d'utiliser un sélecteur traditionnel, on va utiliser le Magic Mask qui est ici. Et dans les modes Features, on va aller chercher le visage. Voilà, donc je sélectionne une partie. Le visage va être sélectionné. Pour voir la sélection, je peux cliquer sur le bouton de sélection ici. Voilà, normalement, on voit la sélection. Alors, on va pouvoir améliorer la sélection. Pour l'instant, on va déjà faire un tracking. Alors, je vais supprimer le premier point. J'aurais dû me mettre au début. Ici. Et je lance le tracking. Voilà, donc on a un tracking sur l'élément, mais on a une sélection qui n'est pas encore optimum. Donc, on va améliorer. Je vais passer déjà en qualité better. Ça va améliorer le résultat. Je vais augmenter le Smart Refine ici et rajouter un petit peu de blur. Alors, on va rapidement dans les réglages. Il faudra un petit peu de temps pour les optimiser leur rendu. Donc, on va mettre un peu de blur sur la sélection. Mais vous voyez qu'on améliore la sélection et je vais pouvoir faire après un node outside. Donc là, on va vouloir travailler à l'extérieur. Donc, ce node outside va me permettre d'assombrir l'extérieur ici. Et je vais reprendre le node inside pour remettre le personnage en avant. Donc, vous voyez ici, du coup, les effets Magic Mask vraiment puissants que l'on a utilisés. Donc là, bien sûr, par contre, on n'est pas en temps réel, mais on va pouvoir lancer, comme on a vu tout à l'heure, la mise en mémoire cache. On continue, puisque on a pas mal de choses. Donc, le dernier élément à voir, sur ce plan ici, vous voyez, si on zoome un petit peu, on a quelques déjections. On va aller traiter ces déjections. Donc, je pourrais en fait désactiver la colorimétrie ici, aller dans la partie caméra RAW. Je pourrais faire un proxy, même en baissant la résolution de mon débayerisation. Donc, sur caméra Blackmagic RAW, je pourrais baisser la résolution, exporter mon fichier en proxy et le réimporter. On va le faire et parce qu'on veut après aller le traiter dans Fusion pour enlever ces petits éléments dans l'image. Donc, on va faire du tracking planaire. On va repeindre sur le sol et enlever cette partie-là. Mais plutôt que de faire mon export, je vais utiliser un proxy qu'on a déjà créé. Donc, voilà, je sélectionne le plan qui est ici, je le supprime. Dans la timeline, évidemment, hop, il disparaît. Voilà, mais je vais pouvoir le remplacer très pratiquement en allant dans la page média. Je vais chercher le fichier proxy et je le glisse ici. Dans la timeline, je retrouve mon fichier puisque le proxy est arrivé. Vous voyez d'ailleurs que ça a été assez vite. Voilà, donc là, on lit le proxy. Et je vais aller dans la page Fusion directement. Pour aller dans la page Fusion, je suis au-dessus du plan. Je vais dans la page Fusion. J'ai mon plan qui est ici et on va aller traiter ce plan. Alors, pour traiter ce plan, voilà, on a la première partie qui est là. Je vais aller chercher
un tracker planaire. Je l'affiche dans cette page ici. J'ouvre l'inspecteur et je vais aller créer ma forme que je vais vouloir traquer sur cette partie-là. Voilà, donc je clique sur 7 pour dire le point, c'est le point 69. Je fais un tracking hybride. Je traque vers l'avant. Je reviens sur mon image, je traque vers l'arrière. Voilà, donc là, j'ai fait le tracking. Alors, c'est un petit mouvement, mais ça va me permettre, lorsque je vais faire la peinture, de l'avoir ici. Et je fais un planar transform qui va être le résultat de mon mouvement de tracking. Puis, je sors mon planning tracker pour l'instant. Mon tracker planaire. Je vais utiliser un outil qui s'appelle le Time Stretcher qui va me permettre de faire un gel d'image. Je le sors du premier lien, je l'ajoute ici, je l'amène là. Je vais faire le gel d'image sur l'image 69. C'est celle qu'on avait en référence tout à l'heure. Donc, si on regarde ici, voilà, mon image ici est arrêtée. Là, j'ai bien l'image qui bouge. Je vais peindre sur l'image arrêtée avec un paint. Voilà, je rajoute l'image là. Je règle la taille de mon paint. Et alors, je vais le faire assez rapidement. Je change d'outil. Je prends cet outil-là, je me mets en clone. Et le résultat ne va pas être le plus propre possible puisqu'on va essayer d'aller assez vite pour se garder un petit peu de temps pour discuter. Mais quand même, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Voilà, on enlève du coup cette partie-là. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on peut faire un petit peu de peinture ici et de dupliquer pour enlever les parties qui nous gênent. Voilà, donc on a du coup nettoyé un petit peu cette partie-là. Et maintenant, on veut garder sur cette partie-là uniquement le bout qui nous intéresse. Donc, on fait un mat control qui va nous permettre de faire une découpe. On va aller chercher une découpe justement ici pour prendre la partie où il y avait les éléments sales. Voilà, donc là, on a un polygone. Vous voyez, c'est une découpe ici. Je vais rentrer la découpe dans le mat control, dans la partie garbage mate. Et donc, je vois que j'ai la découpe, mais la découpe, il faut que je l'inverse. Donc, j'inverse la découpe. Je mets un peu de soft ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ça, c'est fixe. Mais pour pouvoir suivre le mouvement qu'on avait, on va rentrer le rendu de ça dans le planar transform. Et là, on voit qu'on a le mouvement qui est sur cet élément-là, qui correspond au mouvement qui avait été suivi, le mouvement du plan d'origine, pardon. Et pour finir, on va rajouter l'ensemble ici qui va se superposer, à notre plan. On revient dans la page montage. Effectivement, on galope un petit peu par rapport à ça, mais vous voyez le principe. On revient dans la page montage. Voilà. Et on va avoir le plan qui va être corrigé ici. L'idéal, maintenant, hop, alors je retourne dans la page fusion. Il faut que je remette les effets, puisque du coup, sinon, on ne voit pas le travail sur la partie correction colorimétrique. Donc, on a le bouton. Alors, il était ici. Je suis parti dans la page là-bas, mais il est ici. Voilà, donc là, on voit le résultat directement, mais je suis toujours sur le proxy. Qu'à cela ne tienne, on va le regarder. Voilà, j'ai bien le résultat, le mouvement a suivi, mais je suis sur le proxy cette fois-ci. Donc là, je vais aller retourner dans la page média. Je supprime le clip proxy. Je vais chercher le clip original. Hop, je l'amène et normalement,
vous allez avoir le retour du plan original qui va venir se caler ici avec le tracking et avec l'ensemble des éléments. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, vous avez vu quand même qu'on a pu pas mal trouver de contournements. Alors, il y aurait une autre méthode de contournement en travaillant sur des proxys, mais là, on a voulu rester sur les Blackmagic Raw, donc on est quand même sur les Blackmagic Raw. Et on aurait pu exporter un fichier tel qu'un IMF. Pour finir, je vous montre ici, on a fait un export de fichier IMF que je vais pouvoir réimporter ici. Hop. Et donc là, ça me permettrait de vérifier ce fichier qui est l'export du film en IMF. Alors du coup, là, l'IMF est un peu complexe. Je n'arrive pas à le lire en temps réel avec la partie en zoom, mais en enlevant la partie zoom, on arrive à le lire en temps réel. Et en plus, du coup, ça vous montre qu'on peut vérifier ce fichier IMF ou cet export DCP qui n'est pas lisible dans un player traditionnel. Voilà, je reviens. Hop. Sur la page ici, on va enlever le partage. Alors, remarquez juste peut-être un instant, je reprends pour finir avant le Q&A, comme ça on va se donner du temps pour le Q&A. Hop. Voilà, pour finaliser ici sur les éléments de démo. Donc, on a vu qu'on était sur une solution de post-prod tout en un. On a vu toutes les étapes ici. Hop. Donc, le futur au niveau de la post-prod sur les stations Blackmagic. Donc, on va beaucoup travailler sur les notions d'intelligence artificielle. On a déjà vu sur le Magic Mask et sur le Speedwarp qui en sont des outils. Et en résumé, donc, on a un boost de performance avec les puces M1, indépendant de la résolution, avec un workflow de l'objectif à la livraison en utilisant le GPU, les Blackmagic Raw et les Neural Engine. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses et vous avez le mail de Blackmagic, support IMEA, si vous voulez leur poser des questions. Hop. Voilà, du coup, assez dense, mais ça permet de voir effectivement quand même qu'on était toujours sur des rushs 8K, 12K en RAW et qu'on a pu être sur une toute petite machine, on a quand même pu travailler. C'est ce qu'on appelle du temps réel accéléré. Du temps réel accéléré, exactement. C'est une bonne… Mais voilà, ça montrait bien effectivement voilà, que sur une petite machine, en tout cas dans la gamme Apple aujourd'hui, on peut travailler quand même sur des très hautes résolutions avec du compositing, des multicouches d'étalonnage et préserver la fluidité de travail et travailler vite quand on connaît bien l'outil, justement être pas ralenti par ces problématiques de codec et de fichiers lourds qui handicapent souvent la partie montage FX étalonnage, notamment dans d'autres logiciels, mais plus trop dans DaVinci Resolve. Voilà, et Alors, les surtout avec cette… questions, oui, les questions sont ouvertes. Vous aviez le petit panneau Q&A, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester de manière à ce que ou Loïc ou moi-même vous répondions. Bon, c'est vrai que c'est allé assez vite, c'était dense, il y avait beaucoup d'infos, beaucoup de trucs, donc j'espère que vous avez pu assimiler tout ça malgré tout. Alors, question, comment vérifier notre version Resolve pour être sûr d'avoir la version optimisée M1? Ça, c'est très simple, si vous téléchargez Resolve Studio, ou le Resolve gratuit, automatiquement, c'est une application universelle. Donc, si vous la lancez sur un Mac Intel, ça sera le code Intel qui sera utilisé. Si vous utilisez une machine M1, M1 Pro, M1 Max, Apple Silicon pour faire plus court, automatiquement, c'est le code optimisé pour ces processeurs-là. Donc, Exactement. il n'y a pas de téléchargement distinct pour les machines Intel et les machines Apple Silicon, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Question suivante. Utilisation intensive, projet en 8K avec 3 écrans 2K. Que recommandez-vous, un MacBook M1 Pro ou Max ou un PC Alder Lake 12e génération DDR5 RTX 3090, projet vidéo sur SSD M2? Merci par avance, merci pour la présentation. Alors, on est sur une question là, très, très précise. Là, on est sur le benchmark. On en parlait un petit peu sur ce… Je ne sais pas si tu peux répondre sur une question aussi précise. Bon, là, je pense qu'on est sur les deux, sur deux stations vraiment très, qui seront très puissantes et qui vont…
Alors, si on doit gérer effectivement du 8K 3 écrans, bon, si on reste sur Mac, effectivement, ça sera un MacBook Pro M1 Max qu'il faudra viser. Il Ouais. n'y a pas, voilà, il y a pas d'autre choix possible. Sur un PC, effectivement, avec les puces 12G, 12900K Intel avec une RTX 3090, ça c'est clair qu'on va avoir une machine de course. Ça ira très très vite. Après, effectivement, attention au budget, hein. Pour l'instant, les prix des cartes graphiques restent encore élevés, même si on en discutait tout à l'heure avec Loïc. On est en train d'amorcer, on aborde le virage de la décrue au niveau des tarifs. Donc, c'est stabilisé depuis quelques semaines et je pense que sur le mois de mars, on va commencer à avoir une baisse. Bon, ça va pas baisser de 40%, hein, mais ça va commencer à baisser. Donc, ça sera mieux que ce que c'était effectivement jusqu'à présent. Dans les deux cas, après, voilà, les deux feront le boulot. Après, c'est votre préférence en termes de plateforme, hein. Si vous Et c'est préférez aussi, être oui, sur Mac ou si vous préférez une machine sur Windows, hein, là, mais dans les deux cas, les deux machines seront tout à fait capables. PC. Sur PC, quelques mots sur l'optimisation. Bah là, Comme l'a dit vas-y Loïc. ouais, enfin, on reprend ce que tu disais tout à l'heure sur l'équilibre qu'on va avoir entre les différents composants. C'est-à-dire autant sur Mac, en fait, tout est déjà préparé, mais là, on va falloir qu'on équilibre entre la quantité de RAM, le GPU, le processeur. Pour être performant sur une station PC, il faut pas négliger, faut négliger aucune de ces parties-là, en fait. Je pense que tu peux sûrement rajouter des choses par rapport Oui. au… Bah après, ça va être très dépendant des workflows, hein, pour l'optimisation PC. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la carte graphique, hein. Ça, peu importe après le processeur, si vous êtes sur Intel ou AMD, mais le GPU, il faut être sur une grosse RTX. Je dirais qu'aujourd'hui, sur les stations que nous on propose, c'est rarement en dessous d'une RTX 3080 Ti. Ça, on va dire, c'est la carte minimum pour travailler, on va dire, confortablement en post-prod. Après, si on travaille sur des workflows très lourds, sur des VFX très lourds et de l'étalonnage très musclé, ben, on privilégiera la RTX 3090, hein, forcément, 24 Go. Au moins, là, on a vraiment le confort de travail. Après, en matière de processeur, euh, c'est soit des Ryzen 16 cœurs, soit du Intel 16 cœurs du 12900K là, qui vient d'arriver et qui est très performant, ou des Threadripper. Alors, les Threadripper, ils ont toujours leur mot à dire, pour la simple et bonne raison qu'il y a encore des codecs qui ne sont pas décodés, débayerisés par les GPU. Donc, sur ces codecs complexes, bah, c'est le processeur qui fait tout le boulot. Et donc là, plus on a de cœurs, mieux c'est. Et rien ne remplacera un gros Threadripper 32 ou 64 cœurs qui, sur du décodage de fichiers R3D, par exemple, est capable de le faire sans l'assistance du GPU. Donc, voilà, ça dépend vraiment des workflows. Question suivante. Alors, pour des montages simples sans utilisation poussée d'effets spéciaux, est-ce que l'utilisation du Blackmagic Raw permet de travailler sur une configuration Intel Windows milieu de gamme? Je travaille avec des boîtiers Panasonic GH5S. Alors globalement, effectivement, le Blackmagic Raw est optimisé pour, c'est un peu c'est tout ce qu'on a vu ici, pour ramener du RAW, mais avec des stations qui n'ont pas forcément une puissance phénoménale. Donc tout reste à savoir qu'est-ce qu'on entend par cette configuration de milieu de gamme. Mais le Blackmagic Raw, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une partie du traitement, notamment une partie de la débayerisation, qui fait avant d'arriver en post-prod. Et donc, on va dire que le RAW a été revu pour que tout ce qui est intéressant en post-prod, travail des métadonnées, etc., soit disponible, mais que les parties de traitement qui n'auraient pas été nécessaires à traiter en post-prod soient déjà faites en amont. Donc, c'est ce qui donne la puissance. Et effectivement, c'est quand même impressionnant à la lecture, ce qu'on peut faire en RAW. On l'a vu, là, on était sur du Blackmagic Raw sur une toute petite station et même sur une station, effectivement, PC pas très puissante, ça pourrait fonctionner. La grosse question, c'est que là, on ne peut pas répondre sans connaître exactement la config et puis sans l'avoir testé. Ça, c'est toujours des choses délicates, en fait. Alors, sur ce genre de machine, alors quand on dit machine milieu de gamme, je suppose qu'on parlait de desktop et pas de portable. C'est-à-dire, si on est sur une machine milieu de gamme, sur une tour PC, on sera, je pense, sur du AMD 5008, 12 cœurs. Ça sera un bon compromis avec une RTX 3070 ou 3060 Ti avec 8 ou 12 Go de mémoire vidéo. Voilà, ça dépend. C'est un peu là-dedans ce qu'on appellera station milieu de gamme. Et ça fera largement le boulot, et même plus.
Alors, question suivante de Grégory. Oui, on a beaucoup parlé de la puce M1. C'était un peu Blackmagic avait mis beaucoup l'accent sur les puces Apple Silicon pour montrer leur engagement sur la plateforme et tout le travail d'optimisation qu'ils ont fait. Bien évidemment, ils ne délaissent pas l'environnement PC, hein, loin de là. Et ils exploitent au fur et à mesure que les nouvelles technologies arrivent. Ils exploitent tout le potentiel, hein, puisqu'ils sont vraiment à tirer le moindre parti de ce que les Ouais. nouveaux processeurs, nouveaux GPU apportent. Pour rassurer tout le monde par rapport à l'équilibre Mac et PC, hein, il y a beaucoup de développeurs, on le sait bien. Enfin, il y a toujours des chiffres qui tournent autour d'une centaine de développeurs et il y a des développeurs sur les plateformes Mac et des développeurs sur les plateformes PC et Linux. Du coup, il y a effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas une plateforme qui est délaissée par rapport à l'autre, quoi. Alors, la meilleure optimisation, donc RTX 3080, c'est le minimum, mais je dirais aujourd'hui plutôt la 3080 pardon, Ti. C'est parce qu'il y a quand même 2 gigas de mémoire vidéo en plus, ça fait des fois la différence. Et puis surtout, il y a quasiment le même nombre de cœurs CUDA que la 3090. Donc, aujourd'hui, la 3080 Ti, elle commence à redevenir un petit peu abordable. Donc, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Alors, question de Julien. Un Mac Mini M1 est-il intéressant d'ajouter une carte graphique externe? Celle-là, Alors bah là, il y a je te la laisse réponse répondre. juste en dessous, en fait, avec Alexandre, puisqu'effectivement, on ne peut pas en rajouter. Sur les M1, on ne peut pas rajouter de iGPU. Donc, Mais techniquement, c'est l'intérêt de cette technologie-là, hein, c'est que le GPU étant intégré, si on a bien dimensionné sa machine, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a les M1 avec 8 cœurs GPU, M1 Pro, où ça peut aller jusqu'à 16, 24 cœurs, et M1 Max jusqu'à 32 cœurs sur le GPU. Effectivement, la notion de iGPU ne se pose pas, hein, il suffit juste de bien choisir l'option de configuration, parce qu'effectivement, par contre, là, c'est totalement figé, hein, une fois que la machine est fabriquée, rien n'est modifiable, rien n'est ajustable. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut bien voir par rapport aux besoins et ce que vous allez faire, bien dimensionner le GPU. Par contre, vous avez remarqué que sur les processeurs, Apple, avec un M1 Pro, un M1 Max, on n'a que 10 cœurs de CPU. Donc, il y a très peu de différence performance entre M1, M1 Pro, M1 Max sur l'aspect CPU. C'est véritablement l'aspect GPU qui sera la grosse différence sur tous ces processeurs. Et sur le M1 Max, petit détail en plus, la présence de décodeurs ProRes, décodeurs et encodeurs ProRes, voilà, qui là aussi vont donner un boost considérable quand on travaille sur le ProRes, carrément. dès lors que si on travaille sur un workflow basé sur du ProRes ou ProRes RAW. Parce que ces décodeurs-là donnent les performances de l'accélérateur qu'on avait dans le Mac Pro en option, la fameuse carte dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, petit trou de mémoire, qui justement sur un Mac Pro permettait de faire du 8K sur plusieurs flux en temps réel. Ben là, les décodeurs intégrés dans le M1 Max vont donner au moins aussi bien, sinon plus de performance que cette Ouais, carte-là. sachant qu'on peut utiliser dans DaVinci effectivement des proxys en ProRes, et dans ce cas-là, c'est encore plus intéressant d'avoir ce décodeur ProRes. Alors, un anonyme qui nous pose la question, vaut-il mieux travailler sur une database en local? Loïc. Alors, du coup, donc là, les databases alors, il y a deux questions là, qui se suivent. Est-ce que l'utilisation des databases DaVinci via un serveur impacte vraiment l'efficacité et la vitesse de travail? En fait, l'intérêt de mettre des bases de données DaVinci sur un serveur, il faut le rappeler, ce sera pour pouvoir. Enfin, c'est essentiellement quand on va vouloir travailler en collaboratif. Et dans ce cas-là, quand on fait des bases de données en QPSQL, la base de données va être sur un serveur et les autres vont travailler et s'agréger sur cette base de données. Et dans ce cas-là, il faut effectivement que le serveur soit suffisamment rapide, mais généralement quand on est dans ce type de configuration. Mais quand on s'adresse à la base de données, ce qu'il y a dans la base de données, hein, ce ne sont pas des médias, ce sont que les projets. Donc il y a moins d'impact. Voilà, les caches, tous les fichiers caches et les médias doivent être installés sur des disques rapides. La base de données, effectivement, faut qu'il y ait une rapidité minimum, mais il n'y a pas le même impact que la rapidité nécessaire pour les caches. Donc, on peut travailler sur un réseau sans perte d'efficacité du moment que le réseau est suffisamment, comment on pourrait dire, j'allais dire rapide, mais plus que ça, qu'il soit disponible, quoi. Alors, prochaine mise à jour pour la prise en compte des formats Z-RAW ou Apple ProRes RAW. Bah là, malheureusement, la question, elle est chez Blackmagic, hein, il n'y a que qu'on la réponse. Après, c'est que des problèmes de droit et de gros sous.
Ouais. Et là, Blackmagic, est-ce qu'ils seront destinés, enfin, est-ce qu'ils auront envie de payer le gros chèque que demande Apple pour avoir la licence Apple ProRes RAW? Avid et Adobe l'ont fait, Blackmagic, s'ils ont fait le Blackmagic RAW, c'est qu'ils n'avaient pas trop envie de payer la licence ProRes RAW Apple, donc je pense pas qu'on le voit arriver à court terme. Le Z-RAW, par contre, effectivement, ça, si c'est qu'une question d'entente après, voilà, entre fabricants et développeurs, il y a des possibilités effectivement que ça soit pris en compte s'ils sont pas gourmands, comme peut l'être Apple pour ses licences de codec. Petite question de Grégory. Bon, ça c'est très simple, hein. MSI ou Nvidia pour les cartes graphiques. Nvidia, c'est le fabricant, et après vous avez plein d'intégrateurs, Asus, MSI, Gigabyte, Zotac et consorts, qui achètent les puces à Nvidia et qui après déclinent les cartes graphiques avec plus de ventilation, moins de ventilation, plus grosse, etc. Overclocké ou pas overclocké. Donc globalement, le processeur, c'est un processeur graphique original NVIDIA. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est le fabricant qui donne sa petite touche personnelle. Donc, après, là, il faut regarder les forums hein, pour voir quelles sont les préférences des uns et des autres. Nous, on travaille beaucoup avec PNY et Zotac. Voilà, pour vous donner des pistes. Alors, HD6K, HD6.5, traité uniquement avec le CPU et pas comme le GPU, contrairement au ProRes. Parce que la question, enfin la réponse peut être complexe parce que ces codecs-là existent avec de multiples profils, de multiples qualités, de multiples résolutions. Ça peut être du 10 bits, ça peut être du 12 bits, ça peut être du 4.2.2, du 4.2.0. Donc, ça fait beaucoup de cas de figure différents et des contraintes matérielles différentes. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, sur les cartes NVIDIA, toutes les variantes d'H264 à H265 ne sont pas forcément décodées par le GPU. Certaines, oui, mais pas toutes. Et chez Apple, c'est Par pareil. contre, c'est vrai qu'il faut le souligner, il y a quand même certaines qui sont prises par le GPU. Voilà. Après, là où il y a une nouveauté très intéressante, c'est par exemple sur les processeurs Alder Lake d'Intel, la 12e génération, il y a une fonction qui s'appelle le iGPU. Donc, c'est un décodeur intégré dans le processeur, dans 12900K, qui, lui, encode et décode tous les profils H264, H265. Donc, il vient en gros soulager le CPU de cette partie-là. Et c'est pour ça que ce processeur est ultra performant si on travaille avec ce type de codec. Parce que là, c'est décodage, encodage temps réel assuré par le CPU. Même si vous avez un GPU qui n'est pas trop musclé, le processeur 12900K gère tout ça de manière optimale. Alors, question de Workstation. Optimisé pour les cartes Pro, Quadro, FireGL. Un intérêt à utiliser ces cartes comparées au GTX? Non, clairement non. Resolve étant basé sur le moteur CUDA, que vous ayez une Quadro ou une GeForce, aucune différence. La seule différence après, c'est que vous avez des Quadros avec plus de mémoire. Effectivement, vous avez des cartes avec 48 Go de mémoire dans la gamme Quadro, alors qu'on est limité à 24 sur les GeForce. Et de la mémoire ECC sur les Quadros aussi. Donc ça, c'est dans le cas de figure où vous êtes, c'est plus dans l'utilisation scientifique où les Quadros trouveront leur intérêt, mais sur la partie optimisation de Resolve par rapport à ça, aucune différence. Un grand merci. Merci à vous. Une carte NVIDIA Quadro RTX 5000, oui, c'est ce que je venais de dire à l'instant, hein, pour les 48 Go de mémoire vidéo. Donc là, si avec 24, si vous saturez une GeForce 3090, oui, la réponse, c'est la RTX 5000, hein, clairement. Là, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Et puis, c'est mieux. Aujourd'hui, le moteur de Resolve fonctionne mieux avec un seul GPU que plusieurs GPU. Donc, c'est un peu la tendance hein, depuis la version 16 et encore plus avec la version 17. Il faut mieux avoir un très gros GPU que plusieurs petites, moyennes cartes graphiques. Donc, privilégiez la plus grosse carte graphique que vous pouvez vous offrir ou dont vous avez besoin. Desktop personnalisé ou laptop tout fait? Laptop tout fait, c'est Apple. Desktop personnalisé, c'est PC. Donc, ça dépend si vous voulez. Enfin, il y a des laptops aussi PC, hein, évidemment, je plaisante quand je dis ça. Mais voilà, si vous voulez une solution tout en un qui marche, optimisée, c'est vrai que les portables M1 Pro, enfin M1 Pro et Max
pour Resolve, c'est idéal. Surtout si on travaille sur batterie, hein, parce que là, c'est la vraie grosse différence aujourd'hui, c'est si jamais vous êtes amené à travailler sur batterie, sur le terrain, vous n'avez pas de source d'énergie, là, clairement, les Mac avec la puce Apple Silicon, c'est un gain considérable par rapport à tout ce qui se fait sur Windows, où la performance est là, mais l'autonomie, elle n'est pas là du tout. Alors, sera-t-il possible de revoir ce webinaire très instructif? Normalement, je pense que oui, hein, Blackmagic fait des enregistrements, Tout à fait. donc il sera mis à disposition, je pense, très rapidement. Alors, est-elle correcte une configuration Intel i7-10875H, CPU 2, 30 et 32 Go de RAM? Alors, c'est du i7 10e génération, c'est quand même correct. Maintenant, il faut voir quelle est la carte graphique qu'il y a à côté, en parallèle, hein, puisque, comme Loïc l'a bien expliqué, Resolve, c'est avant tout le GPU, surtout le GPU et un peu de processeur aussi. Donc, le i7, c'est un bon processeur. Maintenant, il faut qu'il y ait une carte graphique dédiée aussi, idéalement. Je te laisse la suivante, Loïc. Ouais, pour des exports post-étalonnage en DNxHR, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le MXF ou le point move? En fait, tout ça, ce sont des encapsuleurs et donc il n'y a pas de conséquences sur la qualité du fichier. Ça va surtout dépendre de votre workflow et de ce que va demander le client. Mais en termes de qualité, que ce soit du DNxHR en move ou du DNxHR en MXF, ça restera le même codec à l'intérieur. Alors, l'autre question, est-il préférable de faire une database par projet? Non, pas du tout. En fait, les databases, elles intègrent différents projets. Alors, il y a des limites dans l'absolu du nombre de projets qu'on va mettre par base de données. Vous savez qu'il y a deux types de bases de données, les bases de données locales et les bases de données PostgreSQL. Dans les bases de données locales, il faudrait dans l'absolu mettre un petit peu moins de projets, mais attention, on parle de beaucoup, beaucoup de projets, hein. Voilà, il n'y a pas de ralentissement en dessous du millier de projets et même plus. Effectivement, du coup, après, quand on a tous les projets dans la base de données, il va peut-être falloir commencer à penser à archiver sa base de données, peut-être se dire tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans, on archive une base de données et puis on crée une base de données neuve. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'obligation, voire même le principe de la base de données, ce n'est pas d'avoir un projet par base de données. Donc, on en revient sur la Quadro RTX 5000. Oui, c'est plus qu'une carte correcte, hein, c'est le summum des cartes graphiques jusqu'à la prochaine. Mais c'est surdimensionné, hein, pour avoir besoin de 48 Go de mémoire vidéo en étalo ou en VFX. Bon, peut-être pour des VFX très lourds, en très haute résolution, mais pour Resolve, c'est surdimensionné. Mais c'est un très bon choix dans tous les cas. Alors, la suivante pour toi, Loïc. Alors, plutôt générer des proxys DNX HD avec DaVinci ou juste baisser la résolution de la timeline au besoin? Alors, effectivement, il y a deux méthodes. Ces deux méthodes complémentaires, en fait, qui peuvent d'ailleurs aller ensemble. Alors, il y a même trois méthodes, en fait. Puisque du coup, baisser la résolution de la timeline, ça va permettre d'assouplir effectivement le fonctionnement. Créer des proxys, c'est du coup effectivement surtout intéressant lorsqu'on va avoir des codecs très gourmands. Alors là, ça va dépendre du type de caméra, mais justement, toutes les dérives du H265 vont être plus faciles à utiliser lorsqu'on va utiliser des proxys. Donc, pour créer des proxys, en fait, vous prenez tous vos clips à l'arrivée, vous les sélectionnez, vous faites un clic droit et vous demandez de générer des proxys. Dans les réglages du logiciel, vous pouvez paramétrer le type de proxy. Donc, ça, c'est intéressant. C'est complémentaire de baisser la résolution, en fait. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ça va dépendre du type de codec que vous avez. Si vous avez des codecs RAW ou même des codecs ProRes, il n'y a pas généralement, enfin, il n'y a pas besoin de faire de proxy puisqu'ils sont déjà, ce sont des codecs qu'on appelle intra, ils sont déjà optimisés pour être lus fluidement. Voilà, il faut savoir que vous avez aussi un terme proxy quand vous êtes dans le menu playback de DaVinci, qui est un terme qui permet de baisser la résolution à la lecture. Donc, même si vous êtes sur une timeline en 4K, vous pouvez baisser, vous dire que vous faites de la lecture à moitié de résolution ou en quart de résolution. Donc, c'est trois méthodes en fait qui vont se compléter. Alors, RTX 3090 ou Radeon Pro, demande Alexandre. Sans aucune hésitation, RTX 3090. La RTX 4000 avec un i7 320 ou 32 Go peut-être, ça veut dire. RTX 4000, c'est une version inférieure à la RTX 3090. Il y a 24 Go aussi, mais il y a moins de cœur CUDA.
donc ça sera moins performant qu'une RTX 3090. Alors, avons-nous d'autres questions? C'est bien, on a eu des questions très techniques sur ce. Bah oui, oui, on parle de performance, donc après, on parle beaucoup du matériel généralement, puisque c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Plus de questions? On a fait le tour pour aujourd'hui, Parfait. semblerait. Ben, j'en profite pour te remercier de ton accueil. C'était très sympa de te retrouver. Ça va, est-ce Ah qu'il ben, est-ce qu'il y a du soleil chez vous? eh ben, pas aujourd'hui. C'est le seul jour de la semaine où on n'a pas le soleil, mais bon, il va revenir. Alors, il y a quand même une dernière petite question. SSD versus NVMe, dans quel cas ça va être utile? Ben, juste pour répondre rapidement, en termes de performance, le SSD, généralement, c'est de l'interface SATA, donc ça dépasse pas les 550 mégasecondes. NVMe, selon que ça soit du PCI 3.0 ou 4.0, on est minimum à 3 gigasecondes, voire jusqu'à 7 gigasecondes pour les dernières barrettes NVMe en PCI 4. Donc forcément, si vous travaillez sur des suites d'images, des DPX, des EXR ou ce genre de choses, là, le NVMe a tout son intérêt et trouve tout son Exactement. sens. Exactement. Il y a Merci une pour ce dernière webinaire. question Oui, sur dis-moi. comment créer un bus audio. Alors, c'est vrai que j'ai été vite dedans. Je vais peut-être juste repartager mon écran. Voilà, quand vous êtes dans la partie Fairlight, pour créer un bus audio, ça se fait tout simplement dans le menu Fairlight, bus format. Et dans cette page ici, vous pouvez choisir donc de créer des bus mono, stéréo, 5 points, etc. En cliquant sur Add bus et on crée des bus ici. Voilà, Voilà, la réponse par l'image. exactement. Alors, merci, super démo. J'attends tout bien pour relire. Merci. Peut-on créer facilement des DCP sans licence Easy DCP? Oui, alors du coup, il y a maintenant deux possibilités d'export de DCP. Donc, il y a toujours Easy DCP, donc dans quel cas, il faut avoir la licence. Et il y a le fameux Kakadu avec le petit nom rigolo qui permet d'exporter des DCP sans clé, par contre, mais si vous voulez, enfin sans clé de, comme on dit, d'encryptage ou de cryptation, je ne Ouais, sais plus quel mot, mais vous pouvez créer des DCP qui fonctionnent très très bien et qui peuvent être exploités pour envoyer vos courts-métrages en salle de cinéma ou toute autre production en salle de cinéma. voilà. Ah, peut-être une dernière. Donc, c'est des merci, c'est des merci et merci. Parfait. Eh ben, je pense Bah, qu'on va écoute, pouvoir s'arrêter là et faire notre pause déjeuner. Ah, si, dernière exactement. question. Quel est le meilleur workflow entre After Effects et DaVinci? Alors là, Loïc, ça là, je te la laisse. Alors, bah, il n'y a pas de, effectivement, c'est deux éditeurs différents, donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, je sais pas, on pourrait parler de Dynamic Link ou de lien entre les applications. Alors, je pourrais dire, mais ça serait peut-être en sourire d'essayer d'apprendre Fusion, mais c'est vrai qu'il y a le côté nodal de Fusion et il faut s'y mettre. Mais sinon, pour passer entre DaVinci et After Effects, en fait, si on veut truquer un plan, il faut l'exporter de DaVinci, l'importer dans After Effects, le traiter et revenir après dans DaVinci. Si on revient dans DaVinci, on peut importer un canal alpha, donc on peut très bien faire une animation avec un canal alpha, une transparence dans After Effects et la réimporter. Mais on reste effectivement dans une notion d'import-export entre les deux logiciels. Voilà. Dernière question. Allez, ça sera la dernière donc. Voilà. Il semblerait que le proxy timeline 1.2 ou 1.4 agisse sur les effets de l'inspecteur, donc à utiliser uniquement au début du montage lors des codes grossiers. Alors sur les effets, il peut effectivement, si on veut jouer sur la qualité des effets, j'imagine qu'on parle de flou, de choses comme ça. Pour être précis, il va falloir se mettre en pleine résolution. Mais sinon, ça va pas jouer sur la taille. Ça va absolument pas jouer sur la taille. Si vous jouez sur l'échelle d'un plan ou un picture-in-picture ou d'autres choses comme ça n'impactera pas ces choses-là. Voilà, ça peut impacter des éléments de précision à certains moments, mais pas les éléments généraux. Et on peut très bien repasser de l'un à l'autre sans problème.
Et ben voilà, c'était donc la dernière question. Ben, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir suivi ce séminaire. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain. Bon, on n'a pas encore le thème, mais on vous communiquera dès que Blackmagic nous donnera les informations. Et puis pour ceux qui étaient inscrits et qui n'ont pas regardé, effectivement, il y aura l'enregistrement qu'on publiera rapidement dès lors qu'on aura accès à ça. Et puis pour le tirage au sort du SSD, l'heureux élu recevra un mail qui lui dira que c'est lui le regagnant du jour. Donc, Bravo, beau ça cadeau. sera ça sera d'ici demain. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci Loïc. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour un prochain webinaire. À Merci à très tous. bientôt. Merci à Au tous. au Au revoir. revoir.